Donc oui, la série contient des choses pas bien. Attention. C'était pendant le week-end des Grammys. Je trouve ça un peu fort. Je baisse un peu. Après c'est le soir, là. On commence à être fatigué là. J'étais en shooting photo avec Cassie, en journée. Oh, Cassie. Elle était en couple avec Puff. Il y avait un after. Je t'aime, Didi. Cassie avait une chambre au Beverly Hills Hotel. Ah, je sens que ça va m'énerver en vrai. Qui propose de nombreuses suites. Je ne suis pas allée à la soirée et je me suis endormie sur le canapé. Tout à coup, il a surgi. Elle est où, putain? C'est un pain, Cassie aussi. Hein. Elle est tellement belle. Je me suis réveillée en sursaut et je ne comprenais pas ce qui se passait. Qui? Attends, quoi? Mais de qui il parle? Ensuite, ils sont allés dans la chambre. Il a fermé la porte et je l'entendais crier. « Dégage de là! Sors de cette chambre, putain !» Il était fou de rage, complètement déchaîné. Du Puff tout craché. À ce moment-là, le regard, ça fait peur. La sécurité de Cassie. Donc j'ai remballé toutes ses affaires. Quand il est parti, j'ai vu les dégâts sur Cassie. Elle avait des gros nœuds dans les cheveux, un œil au beurre noir, les lèvres éclatées. C'était affreux. Immédiatement, je me suis dit, je vais t'emmener chez moi. Il faut qu'on se casse d'ici. On ne peut pas appeler la police. On ne peut pas aller à l'hôpital. On avait peur de lui. On a toujours eu peur de lui. Qu'est-ce qui se passerait? Il a l'air très autoritaire. C'est quelqu'un de puissant dans le milieu de la musique. Et il a le pouvoir de te faire disparaître. Encore aujourd'hui, les gens ont peur de lui. Qu'est-ce qu'on était censé faire? La seule solution qu'on avait, c'était de gérer une chose à la fois. C'est comme ça que ça marche. Et elle, c'est qui? Je vois pas c'est qui. J'ai appelé un ami médecin. Tu dois venir t'occuper de Cassie. C'est elle, là, c'est qui? Il faut que t'en sois témoin. Parce que nous, on peut prévenir personne. Elle était si détachée que ça me donnait l'impression que c'était pas la première fois. On n'a jamais reparlé de cet incident toutes les deux. C'est comme les affaires de famille. On n'en parle pas, c'est tout. Omerta. Cette soirée, c'était en 2010. Et quand j'ai vu la vidéo sur CNN en 2024, je l'ai vu cette vidéo. Parce que je savais pas que ça avait continué pendant tout ce temps. Ce soir, le mania de la musique, Sean Combs. Sean Diddy Combs, visé par une série d'accusations, y compris de viol et de trafic sexuel, dans une nouvelle plainte déposée par son ancienne compagne, la chanteuse Cassie. Le FBI a fait une descente dans ses résidences de Los Angeles et de Miami. Le mania du rap est en garde à vue, après son arrestation hier soir dans le hall d'un hôtel de luxe de Manhattan. La plainte de Cassie a été l'élément déclencheur. De nouveaux témoignages contre Sean Diddy Combs. Elle l'accuse notamment d'abus, de menaces et d'extorsion. Il avait le don de se montrer sous les projecteurs tout en évitant qu'on ressente le besoin de creuser davantage et de comprendre qui il était réellement. Le hip-hop, c'est pas que de la musique. C'est un mode de vie. Combs a bâti un véritable empire. Il a une ligne de vêtements, une marque de vodka et une chaîne de télé à son nom. Il n'a pas changé son comportement pour s'intégrer. C'est le monde qui s'est adapté à lui. C'est l'exemple parfait de ce qu'il aime bien appeler l'excellence noire. Sauf qu'il laisse une traînée de violence et de traumatisme dans son sillage. J'ai compris que je n'étais pas la seule. J'ai une histoire unique à vous raconter. La prise de conscience est en marche. On veut tous et toutes savoir jusqu'où il est allé. Ok. Il est temps. Il nous hype là. Heureusement que ces gens-là, ils sont là pour témoigner. Hein. N'empêche le courage qu'il faut pour témoigner contre un mec comme ça.
L'influence et le pouvoir de Sean Combs ont donné lieu à une des carrières les plus florissantes de l'histoire de la musique américaine. C'est aussi ce qui lui a permis de commettre l'irréparable. J'ai connu Combs presque au tout début de ma carrière de journaliste et de rédactrice. J'ai été la première rédactrice en chef du magazine Vibe. Si je tiens à partager mon histoire avec vous, c'est parce que je considère que c'est mon devoir. Et aussi parce que je dispose d'une position particulière dans l'industrie musicale. C'est ce que je suis censée faire. J'avais 2 ans. C'était très difficile d'évoluer dans le monde de la musique, dans les médias spécialisés, sans avoir affaire à Sean Combs, sans devoir travailler avec lui, sans avoir à le côtoyer ou négocier avec lui. C'était impossible, tout simplement. La première fois que j'ai réellement discuté avec lui, c'était pour le shooting de la couverture d'un numéro de Vibe. C'était en septembre 1997. Il s'agissait d'un numéro double pour les mois de décembre et janvier. Il y avait un paquet de monde au shooting photo. Plein de gens du magazine, d'autres de son label Bad Boy. Bad Boy, hein. L'idée de base était de le présenter en couverture avec des ailes d'ange. Après le shooting, M. Combs voulait voir les photos avant qu'elles soient publiées. La politique de l'entreprise nous interdit de montrer les couvertures à qui que ce soit avant la publication. Laisse-moi deviner, il a utilisé de son pouvoir. Je lui ai répété, on ne peut pas vous les montrer, on ne partage pas les articles. Je lui ai dit que je ne ferais pas d'exception. Et il m'a répondu qu'il jetterait mon cadavre dans un coffre si je ne lui montrais pas. Quoi? Je lui ai demandé de retirer immédiatement ces paroles. Mais ça va pas, monsieur? Il m'a répondu quelque chose du style « Je retirerai rien du tout ». Putain, elle pleure encore. T'imagines, c'est en 97. J'appelle mon avocat. Mon avocat l'a contacté pour lui dire que s'il n'envoyait pas immédiatement ses excuses par fax, il préviendrait les forces de l'ordre. Moins de 2 heures plus tard, j'ai reçu un fax avec des excuses officielles. Putain, ça se voit qu'elle a encore le seum, la pauvre. Oh là là. En revanche, j'ai appris seulement récemment, grâce à des collègues de l'époque, qu'il s'était pointé au bureau du magazine quelques jours avant ces menaces, avec 2 mecs bien costauds, et qu'il souhaitait me parler. Pour assurer ma sécurité et pour assurer la protection des pages du magazine, j'avais été escortée de bureau en bureau. On vérifiait à chaque fois que la voie était libre avant d'aller plus loin. Salut Zéphel, Ensuite, prends place. J'ai attendu dehors au coin de la rue avec Le les pouvoir agents en de fout, mais de sécurité ouf. et avec le prototype des pages du numéro. T'imagines, genre, il y a des règles qui sont... Enfin, je sais pas. En plus, elle, tu veux qu'elle fasse quoi? C'est la règle de l'entreprise, entre guillemets. Ils peuvent pas montrer l'article, ils peuvent pas montrer l'article. Tu vas retrouver ton cadavre, je sais pas. Mais ça va pas ou quoi? Franchement, n'empêche, elle a bien fait de faire en sorte d'appeler son avocat et qu'elle ait des excuses et tout. Déjà, elle a une trace, ça veut dire, si jamais il fait vraiment quelque chose. Mais, enfin, le mec est fou, quoi. C'est fou. Mon chef d'édition est arrivé. Je lui ai donné les pages en main propre et il m'a mise dans un taxi pour Brooklyn. T'as même plus envie de travailler avec ce genre de personne, en vrai. Mais le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, je vous raconte ça alors que je n'ai plus aucun souvenir de ce jour-là. Bah, ça fait peur, en vrai, tu te fais menacer. Quand ma directrice de recherche m'a raconté cette histoire, j'étais perdue. Ça me paraissait tellement... Je lui ai dit que je ne m'en rappelais pas. Elle m'a répondu, évidemment, tu étais terrifiée, tu l'as refoulé.
Je n'ai toujours aucun souvenir. C'est dingue, la mémoire, comment elle fonctionne. C'est difficile de regarder en arrière aujourd'hui. J'ai continué à travailler avec lui. Je me suis toujours montrée cordiale. Je continuais à aller aux soirées auxquelles on m'invitait. C'est dur de ne pas se sentir complice dans ces moments-là. J'aimerais qu'il en soit autrement. Putain, il a menacé, elle continue à aller aux soirées et tout, c'est fou. Est-ce un démon? C'est une question qui me trotte dans la tête depuis l'apparition de ce numéro. Je n'avais pas la réponse, mais je crois qu'on sait maintenant. Et ça fait mal. En tant que journaliste, le témoignage... Ouais, le cerveau, il a fait oublier pour la protéger. Heureusement, quelque part, mais bon. Ça se voit qu'elle est touchée quand même, quoi. Que ça prenne de telles proportions. Didi était déterminé à la persécuter. Et c'est arrivé assez tôt dans sa carrière, en plus. Il semblerait qu'avec le temps, il ait fait preuve de moins en moins de retenue. On sait maintenant que des démons se cachaient derrière les projecteurs. Et on n'échappe pas si facilement à ces démons. Quand je pense à Puffy, je pense à New York. Au succès, en fait. La définition même du rêve américain. Celui qui réussit en partant de rien. Didi est né à Harlem. Sa mère s'appelait Janice et son père Melvin. La mère de Puff, Janice Combs, elle savait danser, elle s'habillait bien, elle était très maligne, d'une grande classe. Elle était d'une ambition folle et elle se donnait les moyens d'y arriver. Pour moi, elle incarnait ce type d'énergie. Malheureusement, son père Melvin est décédé. Sean n'a pas beaucoup de souvenirs de lui. Il doit en avoir un ou deux. Lui, c'est un ami d'enfance. Melvin est mort quand il était tout bébé. Didi a souvent parlé de l'absence de figure paternelle dans sa vie, de son désir profond de savoir qui était son père. Quand il en parle, on sent dans sa voix et on voit sur son visage qu'il déplore sincèrement ce gros manque dans son enfance, le fait d'avoir dû grandir sans père. J'ai toujours voulu entendre le son de sa voix. Depuis le début, il y a eu des drames autour de moi, des tragédies. Janice était mère célibataire et devait se débrouiller. Un jour, elle s'est dit on va déménager à Mount Vernon, la banlieue où vont tous les Noirs qui ont un peu d'argent, ceux de la classe moyenne. J'ai rencontré Sean quand j'avais 6 ans. Nos deux maisons étaient séparées par un escalier, 13 marches. Je suis fils unique, donc il est vite devenu comme un frère pour moi. J'ai tout de suite compris qu'il était différent. C'était un petit garçon, mais il s'habillait comme quelqu'un de bien plus âgé. Comme si c'était du sur-mesure. Je savais pas que les enfants de mon âge pouvaient s'habiller aussi classe. Quand il sortait, les autres gamins le regardaient en mode « C'est qui, lui ?» Il a tout ce qu'on n'a pas. Et ça plaît pas. Du coup, les autres le persécutaient. Il manquait de présence, on pouvait facilement lui marcher dessus. Et c'est ce que les gens ont fait, tout simplement. Depuis tout petit, on lui a inculqué qu'il ne pouvait pas être perçu comme quelqu'un de faible. Et que la seule manière de ne pas paraître faible aux yeux d'autrui, c'était de répondre par la force. Ma mère me préparait pour la vraie vie. Elle m'a toujours appris que si quelqu'un me tapait, je devais taper plus fort en retour, pour m'assurer qu'il ne recommence pas. Nos mères nous disaient « Viens pas me dire que quelqu'un t'a tapé. Viens pas me dire qu'on t'a pris telle ou telle chose. Je veux rien savoir. Va récupérer ce qu'on t'a pris. Tu rentres pas chez moi tant que tes histoires sont pas réglées. » Il a fait le choix de prendre sa vie en main. C'est des enfants, ça va pas ou quoi? Je vais me faire plus d'argent que vous, j'aurai plus de succès que vous, et comme ça, je mènerai la danse. Il a été taillé pour le succès. Il a été une de mes grandes sources d'inspiration dans mon enfance. Il venait d'Harlem, il avait réussi à populariser le hip-hop sur la scène internationale et il est devenu un magnat des affaires. Avant que toutes ces histoires n'éclatent, je n'aurais pas pu dire la moindre chose négative sur Didi. L'image de Sean Combs qui est dépeinte aujourd'hui est à des années-lumière de l'image qu'il s'est construite avec minutie tout au long de sa carrière.
J'ai commencé à me pencher sur le sujet et à écrire sur Sean Combs après la plainte de Cassie en 2023. La plus grosse question que je me posais, c'était « Est-ce que c'est déjà arrivé avant ?» On a commencé à enquêter et à discuter avec plusieurs personnes. Et on a découvert qu'il y avait eu des affaires de comportement violent à l'époque où il était étudiant à l'université Howard. Cette histoire allait beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. Prise 1, en place. J'étais étudiante Ah, merci Zéphel pour le sub. Et je suis venue pour témoigner. Tout le monde connaissait Sean Puffy Combs sur le campus. On le voyait toujours sur la banquette. Et merci arrière d'une Momoir pour le voiture, cadeau. la fenêtre ouverte, à jeter des flyers pour des soirées étudiantes. Si vous vouliez aller aux fêtes les plus cool, c'est lui qu'il fallait suivre. Je suis terrifiée à l'idée de partager avec vous ce que je l'ai vu infliger à un autre être humain. Oh là là. Il est puissant et très intimidant. Ce qu'il s'est passé est imprimé à jamais dans ma mémoire. C'était en début de soirée. J'étais dans ma chambre d'étudiante avec ma colocataire. On a entendu des cris à l'extérieur, tout près. Donc, on a ouvert la fenêtre un tout petit peu, juste assez pour voir ce qu'il se passait. Putain, carrément, elle témoigne en On a vu anonyme. qu'il s'agissait d'un autre étudiant, de Sean Puffy Combs. Il criait « Bouge ton cul et descends, descends tout de suite !» Il avait enlevé sa ceinture et il la fouettait contre le mur. Quoi? Il était très en colère. Il sortait avec cette fille à ce moment-là. Elle a fini par descendre, toute timide et apeurée. Elle ne savait pas quoi faire. Ça se voyait. Et il a commencé à la frapper avec sa ceinture. Elle était tétanisée. On se sentait responsable parce qu'il était en train de l'agresser. Donc on s'est mis à crier « Arrête! Arrête de la frapper, laisse-la tranquille !» Il nous a répondu « Occupez-vous de vos affaires, ça vous regarde pas, putain !» Mais on quel continuait à lui monstre. crier dessus. « Arrête de la frapper, laisse-la tranquille, enfin !» Et là, il l'a poussée dans l'embrasure de la porte de la résidence. On ne les voyait plus, donc on ne savait pas ce qui se passait. Mais quelle angoisse. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça lui a pris quelques minutes. Puis il s'est arrêté et il est reparti tout seul. Elle l'a suivi à une certaine distance. On avait 18 ans, on n'a fait que crier. Comment tu peux fouetter On quelqu'un, aurait peut-être putain, pu l'arrêter. avec une ceinture? On aurait pu appeler la police ou prévenir notre responsable, demander de l'aide. Comment tu peux dormir plus L'accueil tard? était au rez-de-chaussée. Nous, on y arrivera, mais elles ont pas dû dormir de la nuit après. Personne n'est allé la sauver. Et on aurait sûrement dû le faire. Putain, elle doit avoir des regrets de ouf, là. Je trouve ça très important de raconter l'histoire de cette jeune femme, parce qu'il n'a jamais été tenu responsable de ses actes. Ouais, sûrement pas, oui. On pourrait croire que ça a terni ses études, mais ces années à Howard ont façonné l'adulte qu'il est devenu. Cette fac n'a pas seulement changé ma vie. Elle m'a touché en plein cœur, dans mon âme et mon esprit. Avec ces problèmes de caméra qui floutent, t'es pas témoin à l'anonyme ce soir. Ah ouais, Un merde, pardon. doctorat qui plus est. Ça m'a perturbé. Je sais pas ce qu'elle a. Mais enfin, pourquoi vous mettez à l'honneur quelqu'un comme lui? Et même si je n'ai passé que 2 années à Howard, ça a Peut-être été ton les visage 2 n'est meilleures pas années assez de ma vie. dégagé. C'est à Howard que Combs a découvert l'emprise qu'il pouvait avoir sur les gens. Malgré ce que certaines personnes ont vu sur le campus, il a quand même été capable de trouver le succès. Que ça vous plaise ou non, le rap va rester. À la fin des années 80, On entend ta voix quand tu parles? Oui, je sais. Comment ça? C'est le but du micro, non? Sean Combs était en pleine quête Je identitaire. vois ça, je dors pas pendant 2 jours de suite. Ah, franchement, ça a dû les traumas. Je travaillais chez Uptown Records à l'époque. J'avais entendu qu'un jeune homme s'était mis dans la tête. J'espère que la jeune certains fille en question va bien, rappeurs quand même, n'ont hein. pas trouvé leur identité.
Parce que c'est pas elle qui témoigne. Il s'appelait Sean Puffy Combs. Uptown Records, c'était un des premiers labels de musique noire. André Harrell était aux manettes. Je comprends tout à fait pourquoi Puffy voulait bosser avec eux, parce que c'était les meilleurs à ce moment-là. Puffy a arrêté ses études pour poursuivre son rêve. Il a commencé en tant que stagiaire chez Uptown et il débordait de bonnes idées. Donc, ils lui ont filé un poste dans la recherche de nouveaux talents. Mary J. Blige était déjà chez Uptown depuis un certain temps. Mary J. Blige, j'adore. Il savait pas quoi faire d'elle. Puff est arrivé et il a mis en place plein de nouvelles choses pour lui façonner une image bien à elle. Il lui a créé des mélodies de hip-hop sur lesquelles elle pouvait chanter. Son single Real Love a fait un tabac. Elle a ensuite été baptisée la Queen du hip-hop soul. Et même si on adore Mary, il est clair que Puff a été responsable de son ascension d'un point de vue musical. Puff Daddy, dénicheur de nouveaux talents chez Uptown. Dis-nous tout, mon frère. Comment c'était de Pourquoi il a un casque de chantier? Est-ce que ça a été facile, difficile, compliqué ou juste hyper classe? Ah non, c'est un bonnet. On bossait ensemble. Petit à petit, Puff se fait une place dans le monde du hip-hop. Et il se met aussi à faire la promotion d'un tas de soirées. Sean s'est dit, je sais, je vais organiser un gros match de basket avec plein de gens connus. Je vais convaincre Heavy D de tout préparer avec moi et on fera ça au City College. Mon frère étudiait au City College. Si j'ai décidé de vous raconter son histoire aujourd'hui, c'est parce que cet incident a été largement passé sous silence. Ça fait des années et des années que j'essaye de trouver un sens à cet événement tragique. Ici Kiss FM sur 98.7. 91, donc on est encore bandit Et comment? Il y aura un tas de gens. dans le passé. Il y avait des 91. grands noms qui devaient participer au match. Joe Desi, Boyz II Men, Bren Nubian, LL Cool J. Absolument tout le monde parlait de cette soirée, dans tous les quartiers de la ville. J'avais 17 ans à l'époque. Mon frère Dirk avait énormément envie d'y aller. Je me souviens du jour où il m'a montré son billet d'entrée. C'était un jeune homme qu'on remarquait. C'était un modèle dans notre quartier, parce qu'on n'était pas nombreux à faire des études supérieures. Combs fréquentait Missa Hilton à l'époque, et ma sœur Sonia était très bonne copine avec elle. J'étais le grand frère, mais comme on était assez proches en âge, on avait une relation très forte tous les deux. Elle voulait devenir infirmière en pédiatrie. J'avais déjà 2 petites filles à ce moment-là, et elle était absolument géniale avec ses nièces. Elle les aimait profondément. Le jour du match, elle m'a dit qu'elle n'irait pas. Mais Missa l'a appelée et lui a dit que Puff lui avait donné un billet pour elle. Du coup, elle a décidé d'y aller. Le jour de l'événement au City College, je faisais partie du personnel sur place. Ce qu'on ne peut pas enlever à Sean, c'est qu'il savait faire la promo d'un truc. Il y avait une de ces foules, un truc de dingue. Et le gymnase s'est rempli en un clin d'œil. Le match va bientôt commencer. Est-ce que vous pouvez vous éloigner des portes, s'il vous plaît? Non, vous n'écoutez rien. Je sens que son frère est jamais revenu de cette soirée. J'ai aussi le même sentiment. Il vendait des billets à l'entrée. Parce qu'il montre des photos de lui très jeune, quoi. Des gens qui avaient déjà acheté leurs billets. On attend toujours. Les vigiles ou les agents de sécurité, bref, quelqu'un a dit « c'est fini, plus personne ne rentre ». Ils ont fermé les portes du gymnase à ce moment-là. Les personnes dans la foule qui avaient leur ticket en main, quand elles ont vu que les portes se refermaient, elles ont commencé à pousser. Défoncez la porte! Ça a provoqué un mouvement de foule. La cohue vers les marches. Je sais pas si vous connaissez le... C'est un mec qui vulgarise tout ce qui est mouvement de foule. Il s'appelle Fouloscopie. J'adore ces vidéos. On regardera ça aussi. Ils sont tous
devenu fou. Pas ce soir. La porte est cassée. Ils ont cassé une porte. La porte est cassée, on peut rentrer. Un tas de gens se sont rués en bas des marches vers la porte ouverte, en poussant tous les autres. C'est incroyable les mouvements de foule, c'est... Je ne sais pas par quelle porte Misa est entrée, mais elle n'était plus avec Sonia. Mon frère et ses amis étaient au niveau des marches, écrasés par toute la foule qui essayait d'entrer. Sonia était derrière une de ses amies. Elle avait le visage plaqué contre son dos. Ils étaient tous écrasés comme des sardines. Quand vous êtes les uns contre les autres, vous pouvez aller nulle part, vous êtes coincés. Ouais. Oh la vache! T'es obligé de suivre le Ils mouvement. ont fini par tirer la porte vers eux et ont écrasé quelqu'un en l'ouvrant. Et ils ont commencé à tirer les gens vers l'intérieur du gymnase, un par un, par cette seule porte ouverte. Essayez de vous calmer. Ne paniquez pas. Mon Dieu, quelle angoisse. Ah, je suis agoraphobe, moi. Et se débattre pour parvenir à C'est respirer. le pire scénario, ça. Ah ouais. J'ai 4 personnes inconscientes. J'ai pas de pouls. Ah, c'est... En fait, une fois que t'es en foule, tu ne formes qu'un, en fait. 3 personnes en état de choc. 2 personnes avec des fractures. Et il nous faut au moins 5 ambulances. Mais c'est dingue. 7 personnes qui ne respiraient plus. Ah, mon agoraphobie. Ah. La police est dehors, ils font que dalle. Ne paniquez pas, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Sur les images, on voit Sean Combs, la chemise bonjour. ouverte. Il fait les 100 pas partout. Il a l'air complètement dépassé. Je l'ai vu faire des massages cardiaques et du bouche à bouche aux victimes. Et Sonia faisait partie des personnes qui laissaient... C'est pas... Lui, c'est pas son frère, c'est un ami d'enfance. Le cerveau de Dirk ne recevait plus assez d'oxygène. Pendant qu'il lui faisait le massage cardiaque, son torse s'affaissait de plus en plus, jusqu'à toucher le sol. Wow. Aidez-les, sortez-les de là. Qu'est-ce qu'elle a? Ensuite, ma mère m'a appelé. C'est comme ça que j'ai appris sa mort. Elle m'a dit, il est parti, Jason. Je vous demande de quitter le gymnase calmement pour qu'il n'y ait pas d'autres blessés. C'est terminé. Ah, vous aimez bien Fulloscopie aussi? Ah, si, j'adore. C'est passionnant, les mouvements de foule. Collège avec ma mère et mon père. Et extrêmement terrorisant. Pour identifier le corps de Sonia. Ils nous ont montré des clichés Polaroid. Quelqu'un avait essayé d'escalader la foule de gens à terre parce qu'on voyait bien une empreinte de chaussure sur la tête de Sonia, sur une des photos. Je pense que Puffy est en grande partie responsable de ce qui est arrivé ce jour-là, parce que les portes étaient fermées alors qu'elles auraient pu rester ouvertes. Dwight Myers, alias Evie et Puff Daddy n'ont fait que rejeter la faute sur les autres. Il va falloir faire le nécessaire pour que ce qui est arrivé ne se reproduise plus jamais. Je sais bien que lui et Heavy D ne souhaitaient pas que cet événement se termine de cette façon. Puffy voulait organiser le plus gros match de basket, le plus bel événement possible. Donc il en a fait une méga pub. Mais il n'a pas fait ce qu'il fallait pour assurer la sécurité des gens qui venaient. C'est un reportage sur P. Diddy qui s'appelle La chute de P. Diddy. C'est une série de plusieurs épisodes. Il y a eu des poursuites Ça m'est arrivé pendant une coupe du monde. Je me suis blessée à la jambe contre une barrière. Oh là là. Quelle angoisse. Et t'arrives à retourner dans des foules là ou pas? Quand ma mère m'a appelé pour m'annoncer l'accord proposé par les avocats, j'ai compris ce que ça voulait dire. Prenez l'argent et bouclez-la. Moi, tout ce qui m'importait, c'était de rendre hommage à Sonia. Mais Puff ne voulait rien savoir. Ça a créé de nombreuses tensions entre nous. Je lui ai demandé, c'était ton ami ou pas? Mais il ne voulait pas me répondre. C'est toi qui lui as donné un billet. Toutes ces interactions avec lui me donnaient la nausée. Ça, c'est toutes les personnes qui sont mortes du coup. Il n'avait clairement aucune envie de m'aider à honorer la mémoire de Sonia. Ou des 8 autres.
Putain, 8 personnes qui sont mortes quand même hein, dans ce mouvement de foule. Le drame du City College C'est énorme. a été le premier tournant dans la façon dont le public percevait Buffy. Un jour, il m'a demandé quand est-ce que ce sera derrière moi. Je lui ai répondu. Ah ouais, j'avais entendu cette histoire de bousculade. Ah ouais, putain, j'en avais jamais entendu parler. Ah bah ouais, tu vois, moi j'en ai jamais entendu parler en vrai. Didi est parvenu à se relever de cet incident et à passer à autre chose parce qu'il était doué pour façonner de nouvelles stars et produire des tubes. Il enchaînait les succès, il s'épanouissait, il gagnait. Avec le temps, il est devenu quelqu'un de trop important pour travailler avec André. Donc André l'a renvoyé. Tout son matériel a été déposé dans le couloir et on lui a demandé de venir le récupérer. Je me suis dit, ok, j'imagine que je n'entendrai plus parler de lui. Quand tu te retrouves millionnaire à 19 ans, tu perds forcément la boule. Tu prends la grosse tête. Ça a été une énorme déception, parce que j'ai été viré par la première personne qui avait cru en moi. Et puis je me suis souvenu que quelqu'un m'avait dit « Puff a rendez-vous avec Clive Davis pour créer un nouveau label ». Ça avait été dit sur le ton de « Non mais c'est ridicule cette histoire ». C'est un peu le parrain de la musique noire de ces 50 dernières années. Et pour lui, c'était l'opportunité rêvée de profiter de l'énergie de Sean Combs. Il lui a donc proposé de créer son propre label, Bad Boy. C'était un événement considérable pour un jeune homme noir d'avoir son propre label de musique. Il n'avait qu'une vingtaine d'années. C'était du jamais vu. C'est vrai que créer son label à 20 ans, c'est jeune, hein. Label de musique. Surtout grâce à l'énergie indéfectible de son manager. Je me souviens de ma première visite des locaux. Il y avait des messages sur les murs du genre « Le sommeil, c'est pour les nazes ». Bouge-toi le cul, c'est tout. Si je retourne en studio, faut que tu me paies pour que je retourne en studio. Dis-moi clairement ce que tu veux. J'ai été sa première attachée de presse. Un beau jour, j'ai reçu un appel de Monsieur Davis. Il a dit mon nom comme ça, la Joyce. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu t'occupes de Puffy et de la presse. Mais j'ai tout de suite compris le sous-entendu de la tâche qu'il me confiait. Protège mon petit génie noir. Puffy était un grand visionnaire. Tout ce qu'il touchait se transformait en disque d'or et de platine. Ouais, c'est bon, c'est fait. Chaque jour, et vraiment, je n'exagère pas, Puffy m'appelait entre 14h15 et 16h. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe avec tel ou tel artiste? Qui fera une apparition télévisée ce soir? Dans quelle émission? J'ai une idée. Et il s'attendait à ce qu'elle soit mise en œuvre en moins de 48 heures. Vous connaissez Bad Boy? Ouais, je connais. Il y a Biggie, non? Ouais, on gère Biggie et Craig Mack. La grande année de Bad Boy, c'est 1994. L'année où Craig Mack a sorti Flavor in Your Ear. Flavor in Your Ear, c'est un son que j'ai créé. Je suis en train de sampler des trucs trop bizarres. Écoutez ça. Ça faisait... Et pour le refrain, j'ai ajouté la sirène hyper forte. C'était bon, je savais qu'il y avait un truc. Puff m'a dit qu'il avait besoin de bonnes idées pour son nouveau rappeur Craig Mack. Je suis arrivé avec ma cassette. On l'a joué et il m'a dit « Sérieux, je te fais un chèque direct pour ce son. » Ma réponse? Vendu. Ensuite, c'est Notorious Big qui a fait peser Bad Boy dans le game. Il a donné de la crédibilité au label et à Sean Combs, une vraie street cred. L'idée de départ de Combs, et qui voulait réussir avec Biggie, c'était de sortir un morceau tapageur bling-bling, ancré dans la culture hip-hop. Très bien edgy, quoi. Plaire à tout le monde. Pas facile à faire avec un seul titre, et pourtant, ils ont réussi avec Juicy. Même si cette chanson parle d'un mec qui est au coin de la rue en train de vendre de la drogue, le clip, c'est un après-midi piscine. On va montrer un truc positif, glamour et amusant. À mon avis, ce qui a fait le succès de Biggie, c'est toutes ces juxtapositions dans son répertoire. C'est ce qui marchait. Puff avait clairement envie d'élever, de rehausser la culture hip-hop.
Quand j'y repense maintenant, c'est surtout sa propre image qu'il voulait élever. Il apparaissait dans tous les clips. Il chantait un truc ou deux. Bien sûr, des petites biatches. Il participait aux concerts, il montait sur scène. Il était jamais loin. Il faisait partie du truc. Il avait bien compris qu'il représentait le label, la marque. Quand les gens me voient, ils voient direct la marque Bad Boy. Mais la côte ouest représentait une vraie menace pour le hip-hop de la côte est. Il se vendait beaucoup plus d'albums à l'ouest. C'est à ce moment-là que la grosse rivalité est-ouest est née. Puff s'est rendu compte que la guerre avait été déclarée. On doit se battre pour être les numéros 1 et on va pas la jouer réglo. De nombreuses personnes en ont payé le prix. Tupac, 95, l'année où je suis né. Ils étaient au sommet de sa gloire. Ils étaient intouchables. Mais après, à la piscine, c'est pas la même. Change de copain, change d'amis. Tout était amplifié par leur succès. Sa marque disait tout Bad Boy de ouf en vrai. Tout était sous nos yeux. Tout prenait une ampleur folle. Et tout s'est aggravé. Suge Knight était à la tête du label Death Row sur la côte ouest. On avait deux versions très différentes de mania du hip-hop. Suge Knight faisait peur. C'était un vrai gros dur. Suge Knight, de retour en prison. Il était en probation depuis 1992. Pour coups et blessures. De son côté, Sean Combs avait un côté plus sympa, plus doux. La rivalité côte est, côte ouest a pris des proportions folles à cette époque. Les deux rappeurs Notorious B.I.G. top 3 des meilleurs rappeurs all-time. Représentaient le mieux les deux camps de cette guerre. C'est Notorious Big et Tupac Shakur. Et Tupac, tu le mets où? Une énorme star, une véritable icône du rap. Ce que peu de gens savent, c'est que Death Row essayait de s'établir à l'Est, avec Death Row East. Ah, ils vont dans le territoire des autres. Ils pensaient vraiment pouvoir envahir New York, et ils ont essayé. C'est déstabilisant de revoir cette vidéo de Tupac. Pareil, top 3 et c'est pas le troisième. On est venu ici pour faire tomber le gouvernement en place, c'est-à-dire Bad Boy. Faites confiance à Death Row East, on va les avoir. C'était courageux et osé d'annoncer ça. La guerre avait été déclarée entre les deux clans et on pouvait avoir des ennuis rien qu'en faisant le signe du W sur la côte est. West Coast, bébé. J'aurais très bien pu être une des victimes de la rivalité entre la côte est et la côte ouest. J'ai commencé dans le milieu de la musique en tant que promoteur de concerts. Un soir, j'étais dans un club à Harlem, le PJ's. Un mec est arrivé pour faire de la pub pour Death Row East. Il avait des t-shirts blancs et il en distribuait à ceux qui voulaient. En les voyant, je me suis dit, ouais, je les aime bien, je vais en prendre un. Je l'ai tout de suite enfilé. Aïe, 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 aïe. OMPSG, quoi. Avec une autre soirée. J'étais avec Lance Calfé. Il s'occupait de ma sécurité. On arrive dans ce club, j'avais mon t-shirt Death Row East et l'endroit était blindé. Une heure plus tard environ, je ressors du club. On traverse la rue jusqu'à ma voiture. On monte, je m'installe au volant et d'un coup... Voiture piégée. Puff s'arrête à côté de nous. Franchement, pour un dans t-shirt. Une voiture de sport. Non, mais non. Il était côté passager. Et il me dit, ça roule, connard? Je lui réponds, écoute Puff, je veux pas me prendre la tête avec toi. Je m'occupe pas de tes affaires. J'ai essayé de désamorcer le truc. Il a répété, non, t'es qu'un gros connard. Pour lui, le t-shirt que je portais symbolisait toutes ces embrouilles avec Suge Knight, avec Death Row et avec... Qu'est-ce qu'ils sont émotifs, les hommes? Comment tu peux passer de l'autre côté, mec? Mais quel autre côté? Rien à foutre, moi! C'est un promoteur, qu'est-ce qu'il s'en fout? On continue au bout de la rue et là, sa voiture s'approche encore plus et nous fait une queue de poisson. Non mais ça va, non mais... Ce qui nous force à nous arrêter sur En fait, il fait la hagra, quoi. Ça s'appelle la hagra. On saute de la voiture. On entend un coup de feu et Lance crie, ils ont un flingue! Mais pardon, pour un t-shirt? Je retourne dans la voiture et c'est le début de la course. Oups, la boulette! Et le pauvre. je me suis battu pour rester en vie. Tout ce que je sais, c'est que je devais me sortir de là, donc j'ai continué à rouler. J'ai pris des routes à contresens. J'ai dû monter sur un trottoir à un moment. On roulait à fond en plein Manhattan. Enlève-moi ce putain de t-shirt! Enlève-moi ce putain de t-shirt!
C'est fou! C'est fou, mais c'est de la folie! Le mec, il était en course-poursuite pour un t-shirt! Allô? Avec là, je embrouille, ça reste acceptable dans le storytelling du hip-hop, mais les VSS, ces dernières histoires, ça donne vraiment un goût amer. Mais non, mais attends, mais là, tu ne pourchasses pas un homme parce qu'il a mis un t-shirt avec écrit le label de ton truc concurrent. C'est fou. T'as pas de voisin. Pourquoi je crie fort ou quoi? Sorry, guys! Putain, mais c'est de la folie. Autant de haine contre concurrente de Dress to Impress. Non mais là, c'est pire que des TI, là. Là, c'est des jaloux de mon fils, quoi. Pas que pour un t-shirt, il y a énormément d'argent derrière. Mais peu importe, là clairement, c'est juste parce qu'il a un t-shirt, quoi. Là, texto, c'est ça. C'est premier degré, c'est... t'as mis un t-shirt de ma concu. Alors effectivement, il y a de l'argent derrière, mais peu importe, lui, il s'en fout, il est promoteur. Et même s'il fait partie du gang de... Parce que là tu parles encore. Tu tues pas quelqu'un pour ça. Même s'il veut passer de l'autre côté, entre guillemets, qui préfère le Death Row East, bah, qui passe de l'autre côté. Tu vas pas tuer quelqu'un pour ça, quand même. C'est de la folie. Enfin, c'est un hagar, vraiment. C'est de la hagra gratuite, ça. Je reconnais ça. C'est vraiment un harceleur. Échapper de cette situation. Un agresseur. Bon, il est là, ça veut dire qu'il a envie, mais bon. Nous prouve, c'est qu'il y a des réactions excessives, disproportionnées. Voilà. Et une certaine En fait, c'est ça, c'est disproportionné. S'il peut se mettre dans un tel état aussi facilement, pour un truc qui semble assez insignifiant, qu'est-ce qu'il est capable de faire d'autre? Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi j'étais venu. Mais j'aurais très bien pu ne jamais être là. Tout mon avenir aurait été effacé en une nuit. Trauma. Ce mec, c'est une menace pour la société. Et mon histoire n'est qu'une toute petite pièce du puzzle de cette grande bagaille qu'il a créée. Les puzzlés. Sean Combs. Ça me manque de faire des puzzlés. Ils s'entretuent pour des couleurs. Et de vies brisées que n'importe quel autre mania des affaires. Il fonctionne sur la peur et l'intimidation, sur les abus. Combs veut obtenir ce qu'il veut quand il le veut. Il y a des rumeurs qui disent que c'est lui qui a tué Tupac. Et là, d'un seul coup, comme vous en pensez quoi, vous? Il s'est mis à la frappe. C'est lui ou pas? Dieu m'a dit, reste immobile, tu vas être touché. Je crois sincèrement que les monstres ne naissent pas monstres, ils le deviennent. Ah, je suis d'accord avec toi, cousin. Mr. Combs a toute confiance dans les faits et dans l'intégrité du système judiciaire. Pendant le procès, la vérité va prévailer. Je pense que ça veut dire les accusations contre Monsieur Combs ne sont que pure fiction. Bien sûr, les amis. Épisode suivant. Rien à foutre de ce que tu racontes, frérot. Allez. Deuxième épisode. Donc attention, trigger warning, les amis. Un malade, ce Didi. Ah non, mais... Et voilà un reportage sur P. Diddy et Pipa a une envie de faire des puzzlés, finalement. Le monde du rap est secoué une fois de plus. Tout s'entremêle, tout s'entrechoque. La mort violente de l'artiste connu sous le nom de Notorious B. Il a été abattu en pleine rue par une rafale de balles. C'est n'importe quoi. 6 mois après l'assassinat de On a dit la vraie, mais doucement. C'est quoi ça? Je sais pas, calmez-vous. Vous faites des chansons à la base. C'est n'importe quoi. De la côte ouest. Ouais, le procès de Didi, ça va être un truc de ouf, je pense. Ces deux plus grosses stars. C'est tragique. Après la mort de Notorious Big, j'ai reçu un coup de fil de Puff. Qui a avoué Zeffel? Il avait l'air vraiment déprimé. Il n'était pas sorti de chez lui depuis plusieurs jours. C'était l'une des rares personnes, en dehors de ma mère, qui se souciait vraiment de moi. Il m'a dit, les gens frappent à ma porte, mais je reste seul et je ne mange plus. Il semblait au bord du suicide. J'ai essayé de lui apporter un peu de réconfort dans ce que je percevais comme un moment de détresse. Je lui ai dit, il y a encore tant de choses à vivre. Et quelques jours plus tard, il m'a rappelé. Gordon, passe au studio après le boulot.
Il m'a fait écouter Every Breath You Take. Il l'a mis à fond. Je crois que c'était lui qui l'avait fait. Il était en kiff, il l'a passé en boucle. J'aime trop cette chanson. Il m'a demandé, alors t'en penses quoi? Tu crois que ça pourrait marcher? J'espère que tu connais pas Suge Knight, toi. Parce que franchement, Every Breath You Take, c'est vraiment de la... Sorry, not sorry. À ce moment-là, je ne comprenais pas ce qu'il avait en tête. Mais j'étais content de voir qu'il avait retrouvé l'inspiration. Puis I'll Be Missing You a cartonné. Ça a été un énorme succès. Il a su capturer les émotions et le deuil que traversait la communauté afro-américaine à l'époque. Cette chanson nous permettait d'honorer la mémoire de Notorious Big. Un dimanche matin, j'ai entendu I'll Be Missing You en allant à l'église. C'était sur une station de radio de gospel. C'est là que j'ai compris son importance. C'était un peu le Amazing Grace de la génération hip-hop. Et cette chanson touche encore les gens aujourd'hui. Il avait une vision pour la culture hip-hop que personne d'autre n'avait. Et je me souviens de m'être dit que c'était un génie. Mais alors que cet homme brillant développait son talent, qu'est-ce qui n'a pas évolué dans son être pour qu'il inflige autant de douleur? Séparez l'homme de l'artiste, les amis. The Fall of Diddy. J'étais très motivé. À cause de toi, je grignote des Monaco de Belin. C'est le genre de situation. Sorry, j'ai trop faim là. Tu ne te rends pas compte. Je vous jure, j'ai trop faim. Quand je coupe le live, je vais bouffer. J'ai fait des briques en plus. Kefta, trop bonne. C'est difficile d'exprimer à quel point Bad Boy et le son de Puff Daddy ont influencé la musique des années 90. Je me souviens d'une époque où on pouvait écouter la radio pendant 1 heure et n'entendre que des artistes signés chez Bad Boy. Diddy savait parfaitement répondre aux attentes de la culture afro-américaine, mais aussi du public américain dans son ensemble. Puffy a commencé à travailler avec des producteurs qui samplaient des morceaux existants et reprenaient certains passages vocaux en les modifiant. Il a poussé cette approche encore plus loin en ajoutant des refrains chantés aux couplets rappés. J'ai l'impression que Sean Combs et son équipe lançaient plein d'idées en l'air et que tout fonctionnait. Il cherchait à établir un lien unique entre ses créations et son public. Dès le départ. Mais ce n'est qu'à l'apogée de son empire que les gens ont compris sa vision et se sont dit « c'était son plan depuis le début ». C'était très intéressant de voir Puffy explorer d'autres domaines que la musique. Ça semblait évident qu'il se lance ensuite dans la mode. On appelle ça la haute couture urbaine. C'est un mélange entre le look des vêtements européens et le style urbain, qui est un peu plus ample, plus décontracté, avec une coupe plus travaillée. Sean John a connu un succès phénoménal. Pardon. Il y avait que des artistes. Du coup, vous n'avez pas entendu mes rappeurs préférés. Puis, la marque a été adoptée par des personnalités. Je disais en termes de consommation, pas forcément en termes genre technique. Et au bout d'un moment, SCH, Jul père de famille du Missouri avec et Morad. Morad en premier. Il pouvait pas citer une seule chanson de Puff Daddy, mais il savait qui c'était. Et il arborait la marque. La marque de vêtements. Jul, je savais. En vrai, j'écoute beaucoup de Jul. La mythologie que Sean Combs était en train de bâtir. Je connais pas Morad. Je me souviens d'être El Morad. Écoute, tu vas kiffer si t'aimes la musique espagnole un peu. Tous les dirigeants. Le rap. Il le traitait comme si c'était Ralph Lauren. C'était un roi. Il est, en fait, Morad, il est très fort pour faire des sons genre d'été. Genre, j'aime trop l'écouter en été, Morad. Enfin, en été. Ça me fait penser en tout cas à l'été. Et j'aime bien sa voix, j'aime bien sa manière de rapper. Puis il fait des sons. Lui-même, il est inspiré par Jul. C'est pour ça, il faut mettre le Jul dans le top 3.
Mais ouais, il fait des sons qui sont quand même pas, j'allais dire commercial, mais non, mais genre qui parle à beaucoup de gens, quoi. C'est un Marocain, ouais, de l'Araish, je crois. Il est de lui. Oui, l'Araish. J'aime beaucoup. Adieu mon Summer Body, vous inquiétez pas pour le Summer Body, c'est bon. On fera ça en 2026, hein. On n'a pas que ça à foutre, nous, cette année, on bouffe. Hein. Cette année, on profite, on a dit. Hein. Jules, les pipos le savent. Surtout pendant les jeux d'horreur, Jules. Hein. Très, très important. Il pouvait joindre n'importe qui à New York. On l'appelait Puff the Magic Dragon. C'était un surnom affectueux. Il savait s'amuser et organisait les meilleures soirées. J'ai vu des soirées, ouais. se lâcher complètement lors de ces fêtes. Comme Mary J. Blige. Ah ben on devait voir le docu Kim Kardashian. Elle est là. Digne de Gatsby. Comme on en voit dans les films. Vous l'avez vu le film de Gatsby? Pour Sean, ces soirées n'étaient pas que de simples fêtes pour le plaisir de s'amuser. C'était surtout un moyen de renforcer son image dans la culture hip-hop. Qui était convié aux soirées blanches de Sean Combs dans les Hamptons? La nouvelle élite afro-américaine. Ah, c'était dans les Hamptons en plus. Une forme de prestige. Les Hamptons, pour ceux qui savent pas, quand t'habites à New York, si t'as pas ton manoir ou ton château dans les Hamptons, t'es personne, quoi. T'es vraiment son père. Les Hamptons, c'est vraiment le truc hype, quoi. Il faut être invité il faut avoir sa baraque, au pire être invité là-bas. Et faire les petites soirées blanches au bord de la plage et tout. C'est vraiment le truc, genre... si vous avez vu Gossip Girl, vous avez l'info. Booba était dedans aussi. Oui, il y avait Booba, il y avait Diams. Mais après, c'était... En fait, comme ils le disent à la base, les soirées, je pense que c'est pour faire du... Comment on appelle ça? Du réseautage. Parce que voilà, en plus, voilà, c'est déductible des impôts, j'imagine. Petite soirée et tout. Mais ce qu'ils faisaient après... ou pendant, mais dans la soirée, c'est... Voilà, quoi. Si t'as pas ta Rolex à 50 ans, ouais, tu vaux rien. Ouais, tu vaux chi, quoi. Si t'es pas invité dans les Hamptons pour le Spring Break... Non, c'était même pas pendant le Spring Break, pas du tout. Contente de pas être là-bas, alors. Évidemment, nous, on n'est pas invités, nous, on est les évités, mais c'est pas grave. Moi mon statut d'évité, je l'embrasse, quoi. Gatsby, oui, excellent DiCaprio. Ouais, franchement, et visuellement, le film est beau, quoi. Moi, c'est ça qui m'a le plus... la prestation de DiCaprio, comme d'habitude, c'est un bon acteur, mais vraiment, visuellement, le film Gatsby, si vous l'avez pas vu, il est magnifique. Il est vraiment très, très beau. Et même l'intrigue, elle est pas mal. Moi, je voyais pas où allait l'histoire. Et au final, j'ai bien kiffé. J'ai vraiment bien kiffé. Ce qu'on entendait déjà à l'époque, c'est que ces soirées étaient marquées par la débauche et les excès. Bon, c'est du réseautage, mais bon... Il y avait des femmes allongées recouvertes. On va pas se faire ban. Attention. Ces photos étaient présentées. Ah, c'est bon, ils ont flouté, les amis, c'est bon. Symbole de luxe et d'opulence. J'ai lancé mon blog au début des années 2000. Je recevais des témoignages sur ce qui se déroulait lors de ces soirées. On me rapportait que les gens y consommaient de la drogue et qu'ils avaient des rapports sexuels. Je dois toujours décider si je publie ou non les histoires qui me parviennent. Et pendant longtemps, quand j'entendais des choses au sujet de Didi, je choisissais de ne pas les publier par crainte des représailles. Putain, c'était vraiment... Il donnait l'impression d'être intouchable. Je travaille près de 20 heures par jour. Et en tant que jeune noir, j'ai l'impression de pouvoir réussir tout ce que j'entreprends. Tout ce que j'investis, je le récupère. Et quand je bosse sur un projet, je me donne toujours à 150 ou 200%. C'est un mafieux de ouf. L'incarnation même de l'excellence C'est vraiment et ça, de quoi. l'authenticité noire. Il réussissait tous. Bah, il a compris que dans notre société, il fallait, pour réussir, la voie rapide, c'est la voie de l'indécence, hein, j'ai envie de te dire. Ça devait être tellement malaisant de ouf. Ses racines. Il était une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. L'argent lui a fait adopter une attitude de gangster. Il est devenu plus féroce, moins indulgent. Il pouvait plus rien laisser passer. Il relâchait jamais la pression. Parce qu'il savait que s'il baissait sa garde, ou qu'il montrait le moindre signe de faiblesse, on allait tout lui prendre. Mais non, personne ne va rien lui prendre, je suis désolée.
Personne ne va rien lui prendre. C'est quoi ça? Moindre signe de faiblesse, on allait tout lui prendre. Ben non. Montre-nous de la faiblesse, y a pas de souci. Après, il a un talent de ouf en tant que DA, il a bossé. Non mais ça, on l'enlève pas de toute façon. Même tout le monde le dit, c'est un génie de la culture du hip-hop et tout. On lui enlève pas, mais bon, c'est... sur la personne qu'il est devenu aujourd'hui. Sa personnalité, elle est exécrable, quoi. Sean a dû faire face à des attentes élevées dès son plus jeune âge. Janice voulait en faire... Après, ça vient pas de nulle part, tu vois. Elle ne supportait pas l'idée qu'il puisse lui faire honte. Rien que ça, tu vois. Rien que la manière dont il a été éduqué. Dans le sens où il peut pas faire honte à sa mère, tu vois. Des trucs comme ça. Mais ça, c'est pas anodin que quand il grandisse, il laisse rien passer. L'éducation, ça joue, hein. Une chose est claire. Si t'es faible, t'es foutu. C'est un état d'esprit. Elle avait perdu son mari. Et son fils était son portrait craché. C'était dur à vivre. Certains matins, elle éprouvait Elle voyait au travers de son enfant, du coup, son mari, quoi. Colère en le voyant, parce qu'il lui rappelait Melvin. Ouais, oui. Pour combler son absence, la maman de Sean a donc dû endosser à la fois le rôle de père et de mère. Et je suis persuadé que la manière dont elle l'a élevé était guidée par l'amour. Mais Janice pouvait se montrer tantôt chaleureuse et tantôt très distante. Sean était obligé de composer avec ses changements d'humeur. Ça, c'est... j'ai oublié en psychologie comment ça s'appelle, mais... le fait de devoir composer avec les humeurs d'un parent, tu sais, de jamais être dans la certitude qu'il va être dans un état où il est bien avec toi, j'ai oublié. Janice mais en tout cas, ça touche la psyché. Sean devait filer droit, mais c'était souvent compliqué pour lui. Il faisait jamais rien comme il fallait. Et Janice ne laissait rien passer. Rien. Ça se passait comme ça chez les Combs. S'il faisait une bêtise, il prenait une raclée. C'était la règle. Elle avait conscience qu'il n'était pas assez solide. Eh ben... Toute cette violence, ça l'a pas aidé. Hein. C'était la norme. On faisait pas de cadeaux. Je m'en souviens très bien. Parfois, la punition me paraissait démesurée. C'est de la négligence. Oh, merci beaucoup, Zéphel. Ne semblait pas toujours justifié. Combien? 5 subs? Oh, merci beaucoup. Il a appris à devenir un loup à la dure. Ah, mais ça a pas été simple. Tu as fait dépasser Il a mis beaucoup de temps. l'objectif. Merci beaucoup, Zéphel. Mais quand il s'est changé en loup, ça a été définitif. Dans le cadre de notre enquête, on s'est penché sur le comportement de Didi dans ses relations au fil du temps. On a constaté un schéma clair d'abus répétés. Depuis le début, dès son adolescence. Je voyais comment il traitait ses petites amies. On n'avait pas du tout le même comportement. Il était plus brutal. Comme il a été éduqué au final. Hein. À les rabaisser et à les le train de la hype. Ça veut dire quoi pardon, ça veut dire quoi train de la hype en fait? Parce que là j'ai un petit truc là. Avec comme un objectif. Il y a écrit train de la hype niveau 2. Encore 900 bits. J'ai oublié ce que c'était des bits. Vous m'aviez expliqué la dernière fois, je comprends rien, putain. Ça veut dire que je suis pas une Twitcheuse accomplie. En tout cas, merci de soutenir le stream. C'est gentil. Ça me plaît pas. Il les virait souvent de sa voiture. Il m'arrivait parfois de devoir ramener ses copines chez elles parce qu'ils s'étaient disputés. C'était toujours moi qu'elles appelaient. Elles me disaient « Qu'est-ce qui cloche chez lui ?» On avait l'impression que les relations toutes ses copines, le même comportement. Ne s'amélioraient jamais. Missa Hilton a été une des premières relations publiques de Combs. Elle avait aussi grandi à Mount Vernon et elle était encore adolescente au début de leur histoire. Il obligeait toutes ses copines à se conformer
Pipa professionnel des réseaux. À ses exigences. Faut ouvrir des subs ou ce sub ou donner des shared bits et donc avoir des émotes éclatantes. Ok, d'accord. Démarre lorsqu'intervient une vague d'abonnements de tiers sur une C'était son projet. chaîne en fonction d'un seuil défini par le streamer. Misa est devenue une figure reconnue dans le milieu. C'est la réponse ChatGPT, ça, Marianne, non? Oui, quand on pense aux looks les plus emblématiques et les plus marquants des années 90, on pense aux créations de Misa Hilton. C'était une véritable visionnaire. Elle a conçu certains des looks les plus mémorables. Pardon, excusez-moi, je m'y pose, mais ok, ouais, c'est vrai, il y a des émoticônes à débloquer. Et genre, c'est des petits emojis. Mais c'est qui les met en place, ces trucs? C'est mignon, c'est pas moi qui les ai mis, ça. Parce que moi, j'avais mis des émotes pour les niveaux de genre d'abo et tout. Mais après, ça, c'est des... Ok, je pense que c'est genre... Ok. Des trains de la hype, ok. C'est mignon. C'est bien fait, leur système. Non, la réponse Google. De toute façon, maintenant, j'utilise plus Google, moi, c'est ChatGPT direct. Non, pas pour tout. C'est elle qui a défini l'identité visuelle des artistes de cette époque. Ma sœur Sonia et Misa étaient des amis proches. J'ai appris que Puff était violent avec Misa. À force de jouer avec l'image Bad Boy, il en est devenu un, ouais. À cette époque, j'avais entendu dire qu'il l'avait frappé à plusieurs occasions. Ils se disputaient en permanence, ils étaient comme chien et chat. Et je les avais déjà vus en venir aux mains. Je me souviens de la période où Misa était enceinte. Ah, elle était enceinte de lui? Sean avait une vingtaine d'années, mais il était déjà millionnaire, alors qu'il avait même pas 25 ans. Mais il était millionnaire à 19, lui, il avait dit. Ils pouvaient rompre jusqu'à 15 fois par semaine. Ils se séparaient, puis ils se remettaient ensemble. Ouais, c'est pire que moi, à quoi. Paniquer. Il se disait, je m'apprête à devenir papa, je dois travailler encore plus dur maintenant. Mais t'es millionnaire, frérot! Mon enfant va bientôt naître. Mais qu'est-ce que tu dis? You're a millionaire! Un soir, Buffy avait interdit à Misa Hilton de sortir. N'empêche, Misa, elle ressemble un petit peu à Cassie, je trouve, au niveau de son visage. Elle a crié et ses parents sont arrivés. Alors il a attrapé le bébé. Et il a dit à Misa, tu n'auras pas ce bébé. Le père de Misa a essayé de lui parler. Mais Puff n'aime pas qu'on lui tienne tête. Oui, Puff n'aime pas, Puff n'aime pas. A tenté de le raisonner aussi, mais ils ont dû appeler la police. Misa a peut-être senti qu'elle ne maîtrisait plus la situation. C'était son quotidien. Il se servait du bébé pour exercer une emprise sur elle. Je pense qu'elle était terrifiée. Il était furieux et très agité. Il a proféré des menaces et la police l'a arrêté. Ah, on a un petit chat. Elle a beaucoup souffert de ses accès de colère. On a eu ça, du coup. Elle faisait partie des rares personnes à percevoir cette rage en lui et à comprendre sa vraie nature. Il y avait un monstre en lui dont les autres ignoraient l'existence. Un contemporaneous newspaper, un journal, un rapport de journal a indiqué que Combs a été arrêté et araigned, quoi, après l'incident. Mais les rapports officiels n'indiquent que ça n'a pas été prosecuted. Alors, merci Google Traduction. Puis après Misa, il y a eu Kim. Kim Porter était mannequin et parfois actrice. Elle avait un sourire incroyable. Elle faisait partie de ces filles vraiment sublimes. Kim était l'assistante d'André Harrell chez Upton Records. Ah, il avait viré, rappelez-vous. Puff m'avait raconté comment ils s'étaient rencontrés. Il travaillait comme responsable artistique chez Upton Records. C'était la première personne qu'il voyait en sortant de l'ascenseur. Il en était tombé amoureux. Il disait qu'il était prêt à tout pour la conquérir. C'était sa mission. Puff était déjà un peu plus âgé quand il a rencontré Kim. Et elle lui a montré petit à petit ce qu'était vraiment l'amour. C'est pas se disputer tout le temps, c'est ça. Et progressivement, il a commencé à changer un peu de comportement. Il s'est adouci. Il était moins à fleur de peau, moins impulsif. Il essayait de devenir quelqu'un de bien.
Je savais que sa relation avec Kim Porter était un peu en dents de scie. Ils se séparaient, puis se réconciliaient. Putain, il aimait bien les relations toxiques, lui. Hein. Kim Porter, qu'il décrivait comme l'amour de sa vie, évidemment, et la mère de 4 de ses enfants, a été témoin de sa liaison avec Jennifer Lopez, qui était exposée dans tous les médias. Putain, le body de Jennifer Lopez. Son histoire avec Jennifer. Comme avec les autres filles, Sean avait tout fait pour la conquérir. Il voulait J-Lo. Et il l'a eu. Pour moi, la relation qu'il y avait entre Kim et Sean n'avait rien à voir avec celle qu'il avait avec J-Lo. Kim et Sean allaient aux mêmes soirées, mais séparément. Avec Jennifer Lopez, c'était différent. Ils se montraient en public sur le tapis rouge. Oh, la robe Versace. Il affirmait que Kim était l'amour de sa vie, mais ça ne se reflétait pas. J'ai une meilleure dont il culture de la mode que du rap. Hein. L'amour de sa vie, mais il la trompe. Bah oui. Bah normal quoi. Normal. Des scènes où il s'était montré odieux avec Kim. Je la connaissais assez bien et il nous arrivait de passer du temps ensemble. On était à une soirée entre filles avec Kim Porter et d'autres amis. Et à un moment, Puffy est entré dans le club. Je pensais qu'il était là pour s'amuser, qu'il allait s'installer à notre table. J'imaginais qu'il allait s'éclater avec nous et mettre l'ambiance. Il collectionne les femmes comme des trophées et c'est vraiment le sentiment que j'ai aussi. Hein. Déjà, rien que le fait que, tu sais, il essaye de conquérir toutes les belles femmes, ça me rappelle un peu le Raphaël Pépin qu'on a vu tout à l'heure, qui était là, tous les jours tu vois une nouvelle femme, tu la veux, la plus belle, la plus belle, la plus belle. Bah là, c'est vraiment ça, quoi. Surtout que, bon après, on n'est pas dans le couple de lui et de la Kim, avec qui il a eu 4 enfants, tout de même. Mais le fait aussi qu'il l'ait trompé devant, j'allais dire la France entière, mais genre le monde entier même, parce que c'était quand même une personnalité connue à l'international, bah il en avait vraiment rien à foutre. Hein. Il lui a crié dessus et dit qu'elle devait être à la maison, et pas en soirée. Attendez, mais quoi? Ensuite, excusez-moi là? Il lui dit qu'elle devait un instant. Et à un moment, Puffy est entré dans le club. Ouais? Il a parlé à qui pour dire ça là? Je pensais qu'il était là pour s'amuser, qu'il allait s'installer à notre table. J'imaginais qu'il allait s'éclater avec nous et mettre l'ambiance. Mais tout a basculé en un instant. C'était vraiment très gênant. Il lui a crié dessus et dit qu'elle devait être à la maison. Mais qui? Jennifer ou Kim? Pas en soirée. Ensuite, il a attrapé son sac à main et il l'a retourné. Il a vidé tout son contenu devant tout le monde. J'étais choquée. Ah donc ok, de Kim, de la mère de ses enfants. Lui peut aller en boîte, mais pas elle. Hein. Quand on se comporte comme ça avec une personne, c'est juste pour l'humilier et la rabaisser. Évidemment, bah, c'est ce qui l'intéresse. Lui faire peur. Je ne l'ai jamais vu lever la main sur elle, mais on sait tous qu'il y a d'autres formes de violence. Ouais, c'est une forme de violence aussi, hein. C'était une relation basée non, mais sur le contrôle. Je suis désolé. Tu me... Tu me trompes avec Jennifer putain de Lopez. Devant la France entière. Et le monde entier d'ailleurs. Et tu viens me casser les couilles en boîte de nuit parce que je suis en boîte de nuit? Non mais c'est une blague ou quoi? C'est une blague, je suis en boîte et même je te trompe. D'accord? Moi aussi. Mais il est fou ou quoi? C'est de la folie en fait. Il est complètement taré. Puff pensait avoir tous les droits. Ouais, c'est ça en fait. Bon, un homme quoi. Il était clairement violent avec Kim. Je me souviens de lui avoir dit un jour, je peux comprendre que t'aies des problèmes avec une personne. Mais si c'est avec toutes les femmes que tu fréquentes, il faut te remettre en question. Oui! Il y avait clairement des signes annonciateurs des abus dont on l'a accusé ensuite. Oui! Mais comme à l'époque, il n'avait jamais eu à subir les conséquences de ses actes, son comportement a empiré. J'ai été producteur et ingénieur du son pour Bad Boy Records pendant 12 ans.
Et au fil du temps, Buffy est devenue plus agressive quant à ses objectifs et sa vision pour l'entreprise. Défonce-le. Il y avait une vidéo où on le voit raccrocher le téléphone, se lever d'un bond et s'exclamer « Tout ce que je veux, je dois l'obtenir ». Je suis un sauvage. Tout ce que je veux, je vais l'avoir. Tout ce que je veux, je dois l'obtenir. C'était un moment sans filtre, qui offrait un aperçu clair de sa façon de penser. Mais pardon, mais c'est quoi ce comportement, monsieur? Gillo, Lenny Kravitz, je veux bien la recette, là, ces deux-là. La recette de quoi? De révéler sa vraie nature et ses méthodes quasi mafieuses pour imposer son autorité et faire rentrer les gens dans le rang. Steve Stout est une figure majeure, un véritable génie du marketing dans l'industrie musicale. Il travaillait avec Nas à l'époque. Et Puff avait sorti un titre avec Nas intitulé « Hate Me Now ». Et comme chaque sortie à l'époque, c'était un événement. T'as entendu le morceau de Nas avec Puff? C'est dingue. Presque absurde que Nas et Didi aient collaboré sur une chanson. Mais Didi pouvait offrir à Nas de rester prêt à plus de 50 ans. Ouais, c'est un Gillo incroyable, putain. Bon, après, la plupart, même en vrai, la plupart des genre des stars, enfin des stars. En fait, si t'es... Bon, déjà, les gènes, ça aide. On va pas se mentir. Si t'as de bons gènes, ça aide. Mais en vrai, ils sont entretenus. Ils ont des coachs, ils font des massages toutes les semaines. Voilà, ils vont thalassothérapie. Forcément, ça aide. Hein. À tout moment, il fait un salut romain. Non, mais parce qu'il est autiste. Jésus. La référence visuelle à Jésus était plus qu'explicite. Tous les deux, Nas et Puff. Didi n'aimait pas la façon dont il était représenté dans le clip. Il voulait le changer. Mais la version du clip où on voyait Puff et Nas en train de se faire crucifier dans le désert a été envoyée à MTV. Puff était extrêmement contrarié. Attends, mais excusez-moi. Déjà, tu fais un son. Il y a toute une DA, t'as toute une équipe. Tu dis, ouais, voilà, je vais faire un clip. Voilà, on va être dans le désert, on va être crucifié, tel Jésus, etc. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a une réflexion avant, tu vois, en amont. Le clip de la chanson est stylé. Ah, mais tu vois, je crois que je l'ai jamais vu. Ça me dit rien du tout. C'est Hate Me Now, là? C'est ça ou pas? C'est le titre de la chanson? Enfin, du clip? On va regarder, hein. On va regarder, puisqu'il n'a pas plu, apparemment, à Puff Daddy. Donc, on va se faire un plaisir d'aller regarder. Hate Me Now, P. Diddy. En HD, avec Nas. Attends, je crois que c'est pas le bon. Ah si, 55 millions de vues. Ça se fait pas chier, ça va quoi. Ça va. Attendez. Since the first record crucifixion, many thousands of men and women have been crucified for their beliefs, their conviction, their love and their crimes. Some have been guilty. Some have been innocent. Some were nailed to a cross. Others tortured in life. Nice believe in the Lord Jesus Christ. And this video is in no way a dissipation or portrayal of our life is dead. Voilà. Mais c'est une chanson Chris related. MDR l'accent, arrêtez de vous moquer de moi s'il vous plaît. C'est quoi la chanson? Ils l'ont sample ça, non? Ça y est, j'ai pété un câble. Clip, ça va bien 2 minutes. Par contre... Attendez, je vais vous mettre le truc. Comment ça s'appelle? Ah, celle-là.
Vous connaissez ça? Ça, c'est quand il se passe une action et tu la mets en slow motion comme ça. Donc voilà, vous avez la ref maintenant. Vous avez la référence. Coucou Magali. Allez, on continue. Donc, il est contrarié, il est extrêmement contrarié. Il s'est donc rendu dans le bureau de Steve. Mais laisse ce Steve tranquille. Il l'a agressé. Non mais excuse, non mais c'est bon. Il casse les couilles, putain. J'ai envie de foutre le bordel. Magali, t'es pas juste en retard, ça fait presque 7 heures que je live là. Putain, ça fait 7 heures que je live, jamais live autant je crois. Ouah, j'ai jamais live autant en vrai. Je suis même pas fatigué. On va se le faire ce PDD de merde là. On va se le faire. Je mets ça tous les matins après ma douche froide devant ma glace. Mais c'est Felt, t'es malade. C'est génial en vrai. J'adore la DA. Non mais attends, mais excuse-moi. T'avais la réflexion du truc, c'est toi, t'as mis en place, t'as dit ouais je veux ça, t'as pris des figurants, tu les as payés et tout, c'est-à-dire t'as sorti ton Zeyo, tout, tu vois, t'as dit ouais toi tu te mets là, voyons, tu sais, t'as re-regardé la caméra, après t'étais là, ah ouais, hein, t'as vu le retour et tout, ah ouais pas mal et tout, et on pourrait pas essayer de prendre la caméra comme ça, tu vas voir Steve et tu l'agresses avec ton équipe, mais ça va pas non? Ça va pas? Pourquoi j'ai pas eu la notif? Tu as été boycotté par Twitch. Tu as été boycotté. Ah, c'est confirmé, elle est plus malade. Mais vous entendez pas ma voix, elle est complètement détracouse là. Pas étonnant qu'il soit pote avec Jay-Z, lui aussi a agressé un mec parce que le mec a piraté son album. J'ai failli dire, bon, à la limite ça c'est compréhensible. Ah, tu vois ce que je veux dire, le mec lui a causé du tort. Il faut pas agresser les gens même quand on te cause du tort. Mais là, Steve, il a rien fait. Il a écouté les directives de P. Diddy, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est de la folie. Il est fou. Mais jamais moi, jamais je travaille avec un mec comme ça. Ça va pas ou quoi? On va être là. Trop bien le concept et tout. On filme, on balance sur YouTube. Le mec, il vient chez moi, il m'agresse. Enlève! C'est de la folie. Quand il s'en est pris à Steve Stout, ça a fait les gros titres. Non, mais bien sûr! Putain, il y avait écrit, j'étais dans mon... qu'est-ce qui se passe? Oh, merci Zéphel pour les 5. Ça, on va remettre la musique reine pour le fun. Attendez, mais pourquoi le son il est pas assez fort? C'est moi, j'entends plus rien en fait, je crois. J'ai été un peu percé. Versé. C'est de la folie. Le mec était en train de suffoquer dans son propre sang, il disait? Attendez. Il a défoncé avec la chaise. I was laying there on the floor bleeding. Et il était dans son propre sang. Tu es déchaîné cette heure de live et pète la forme. Je suis en train de péter un câble. D'accord? Je suis en train de péter un câble. Putain. Super musique, c'est de l'ultrason. Ouah, quoi? Putain, d'un coup, ça a mis du son. Ah! Ben, c'est sur Spotify que je l'ai trouvé. Putain, ça a accéléré d'un coup. Hein. Un câble, ouais. La flemme de dire le L. Bon, allez, ça suffit, la musique, je vous jure, premier degré, elle commence à me faire très peur. Ouais, c'est le Carmina, là, au Fortuna. Une des plus grandes œuvres musicales de l'histoire. La chanson qu'on vient d'écouter, là? Steve Stout est très révélateur. Tout ça à cause d'un clip. Qui l'a validé! Aucune limite à ce que Puffy peut faire si son ego est touché. Mais c'est fou! Atteint dans son orgueil. Puffy ne oui. se plie pas à toutes ses exigences.
Il s'est présenté au tribunal et le procureur a déclaré « Nous avons conclu un accord. Monsieur Combs plaidera coupable pour un délit mineur. » Sa sentence, une seule journée de stage de self-control. Et ça a bien évidemment pas fonctionné, vu ce qui s'est passé après, comme quoi, les stages de gestion de la colère. Il y avait quoi ? Il y avait Hal, comme dans l'épisode dans Malcolm, là. Tu sais, ils sont tous dans un truc, mais c'est pas un truc de gestion de la colère. Je vois trop Hal essayer de lui expliquer pourquoi il faut pas qu'il s'énerve. Et taper les gens. Répondu, pas vraiment. Alors le juge a dit, vous avez un lourd passé, parce qu'il s'en tirait toujours. Il y a tellement d'affaires qui sont restées inconnues du grand public. C'est dingue. De toute façon, quand t'as l'argent... Il a eu accès à ces dossiers. Il savait comment s'y prendre pour s'attirer la sympathie des institutions judiciaires. L'argent. Et bénéficier d'une certaine indulgence. L'argent. Qui lui permettait d'échapper à la prison. Grâce à l'argent. Ces histoires ont joué en sa faveur dans le milieu du hip-hop. Personne ne veut être vu comme quelqu'un que la rue ne respecte pas et qui se fait marcher sur les pieds. Mais marchez-moi sur les yeux, mais qu'est-ce que ça veut dire, putain. Son attitude a engendré beaucoup de violence. Je pense que c'était ancré dans son ADN émotionnel. Quand il était enfant, Didi pensait que son père, Melvin, était mort dans un accident de voiture. Mais en grandissant, il a découvert que ce n'était pas vrai. Didi a appris que son père faisait partie d'un réseau de trafiquants de drogue à Harlem. Melvin, le père de Puff, avait des liens avec Frank Lucas, l'un des plus grands trafiquants de drogue de Harlem. Il était proche de la mafia. Pour la fête des pères, Didi avait posté une vidéo où il parlait de son père avec une profonde nostalgie et une certaine admiration. Et les traits de caractère que les gens prêtent souvent à Didi, comme sa détermination et son ambition sans limite, il les attribuait à son père. Même si on ne connaît pas ses parents, on a quand même leur ADN en soi. J'ai hérité de sa mentalité de fonceur, de son ambition et de sa détermination. Mais peut-être que ton père, il regardait des dessins animés le matin en mangeant des Kellogg's. Qu'est-ce que t'en sais, frérot ? Mais ça va pas, non ? Les chiens font pas des chats. Possible, Prisca, mais peut-être que son père, en fait, il aimait bien Barbie. Voilà. On n'en sait rien, on sait pas. Il a pas connu. Donc tu veux un passif de mafieux, tu veux une street cred, c'est pas comme ça que je suis à l'avoir, cousin. C'est bon, c'est pas ça la street cred. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Je suis désolée, moi, tu perds toute crédibilité. Pour moi, en fait, ce n'est pas être quelqu'un de fort que de ne pas savoir gérer ses émotions. Tu fais peur, mais tu fais pas peur en mode je te respecte. Le respect, ça ne passe pas forcément par la peur. Même pas du tout. Enfin, moi, tu me fais peur, je ne te respecte pas. Juste, tu me fais peur, en fait, c'est tout. Je suis terrorisée par toi, c'est tout. Tu vois, genre, la terreur, c'est mon ressenti pour toi. Mais je ne vais pas te respecter du fait de cette terreur. Par contre, tu fais en sorte d'être quelqu'un de respectable. Ce n'est pas tuer des gens, ce n'est pas agresser des gens, ce n'est pas instaurer un climat de terreur et d'abus sur les personnes. Mais ça va pas ou quoi ? T'es faible justement et tes émotions te dominent. De toute façon, par exemple, les personnes qui pètent un câble et qui vont en prison parce qu'ils ont laissé leurs émotions, tu sais, les crimes passionnels, entre guillemets, ils adorent appeler ça comme ça. Pour moi, je suis désolée, ces gens sont faibles, pas d'esprit, mais ils sont à la merci de leur émotion. Et moi, je vous le dis, j'avais déjà fait une vidéo, mais je crois que c'était au tout début quand je faisais des vidéos sur TikTok. En gros, tu ne peux pas laisser tes émotions te gérer et contrôler ta vie, parce que sinon, ça veut dire que tout le monde peut te contrôler. C'est-à-dire que moi, demain, j'ai envie de contrôler P. Diddy. J'ai envie de l'envoyer en prison, par exemple. Mais j'ai qu'à faire en sorte de l'énerver. Si je connais les points qui vont le faire dégénérer, je peux l'emmener en prison. Et c'est pareil pour vous, en fait. Si quelqu'un connaît vos petits points vos faiblesses, entre guillemets, hein, j'appelle ça des faiblesses, mais vous m'avez compris, les points qui vont vous faire perdre le contrôle, cette personne peut vous contrôler, du coup, puisqu'elle connaît les trucs qui peuvent vous faire perdre le contrôle. Donc, si tu veux pas être quelqu'un de contrôlable, il faut savoir gérer tes émotions. C'est-à-dire que même si quelqu'un fait quelque chose d'absolument qui te met normalement hors de toi et que tu ne réagis pas, mais ça veut dire que tu as en plein contrôle de toi-même.
Ils n'ont aucune maturité émotionnelle. Mais tu sais que moi, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus... j'avais du mal à contrôler mes émotions, surtout celles liées à la colère, parce que j'étais persuadée que si j'exprimais ma colère, on allait comprendre, on allait me respecter, on allait, tu vois, et que je devais pas laisser se passer certaines choses, pas forcément en imposant des limites, mais en étant violente, ne serait-ce que virulente verbalement. Bah, en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que ça ne servait strictement à rien. Ça veut dire que n'importe qui peut me contrôler. J'ai fait l'expérience il y a pas longtemps. Je me suis dit que, j'ai fait l'expérience. J'ai vécu quelque chose de vraiment pas facile, on va dire. Enfin, c'était il y a un peu plus d'1 an, où normalement j'aurais absolument pété un câble et très clairement, je vous le dis, j'aurais pu aller en prison. Mais très facilement, j'aurais pu vraiment aller en prison. J'aurais jamais commencé les réseaux sociaux du coup, et vous ne me connaîtriez pas. Mais du coup, j'ai décidé à ce moment-là. C'était peut-être une des épreuves les plus compliquées de toute ma vie, et j'ai décidé que je n'allais pas me laisser contrôler par mon émotion de colère. Et j'ai bien fait, parce qu'au final, avec le recul, je me dis, mais en fait, ça aurait servi strictement déjà à rien, et ça m'aurait ramené plus de problèmes qu'autre chose. Et au final, le fait de ne pas avoir réagi, ça m'a beaucoup aidé. Et c'était peut-être le test ultime dont j'avais besoin, parce que je faisais des efforts petit à petit pour ne plus me laisser contrôler par ma colère, entre guillemets. Et aujourd'hui, je peux vous le dire, j'en avais plus rien à foutre. Voilà. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Je vais imposer les limites, c'est-à-dire que ça veut pas dire que tout le monde peut me faire ce que, tu vois, et genre, je vais pas réagir. Mais par contre, j'impose les limites. Je coupe l'accès. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Elle me contrôle et guide, mais pas... Foutez de ma gueule, là! En fait, tu gères mieux la situation avec le recul sur les situations. Mais en plus, le recul. Mais pour avoir ce recul, il faut reculer. Donc déjà, sur le moment, il faut contrôler toutes les émotions que t'as pour pouvoir faire ce step back. Donc si tu sais même pas, tu vas contrôler les émotions sur le coup, tu peux pas faire un step back, tu vas faire un pas en avant et tu vas faire n'importe quoi. Et moi, je sais que ça, c'était vraiment un truc que je voulais travailler depuis longtemps, enfin depuis que j'étais ado et tout, quand j'étais jeune, quoi. Et j'ai mis du temps, parce que après on n'est pas parfait, hein. Mais j'ai mis du temps, mais aujourd'hui je suis très contente d'avoir travaillé sur ça, parce que mais quelle angoisse de pouvoir être contrôlé par n'importe qui, parce que la moindre personne qui connaît tes points faibles, c'est bon, t'as réussi le test. Ouais, en gros, enfin, avec le recul, du coup, je me suis dit, mais en fait, c'était sûrement le test ultime qu'il me fallait, parce que là, moi, ado ou jeune adulte, il me serait arrivé ça, j'aurais pété un câble. J'aurais pété un câble. Après, P. Diddy est tellement riche qu'il peut payer la police pour pas aller en prison. Oui, après lui, c'est un peu plus... C'est différent, dans le sens où, c'est pas, il fait une erreur et il part en prison. Là, il a fallu qu'il fasse 500 erreurs pour que quelqu'un commence à s'intéresser à son cas. Il a fallu des vidéos, tu vois, moi... tu sais, genre, j'aurais peut-être entendu ça, j'aurais été là, bon... Tu vois, genre... Ouais, un homme violent, quoi, normal, quoi. Mais la vidéo de Cassie, vous savez, quand il lui court après, en serviette, là, dans l'hôtel, elle m'a trauma. Et tu sais, il y a des trucs comme ça où, en fait, t'as un soulèvement populaire, limite. Je sais pas comment dire, mais en fait, où les gens peuvent plus fermer les yeux, en fait. Et derrière, après, tu vois, parce que là, il faisait des trucs, les gens pouvaient continuer à collaborer avec lui, pouvaient continuer à le mettre en tant que rappeur, en featuring, ou en production, ou en peu importe. Alors que là, tu vois, il s'est passé tellement de trucs que c'était plus possible, quoi. Qu'est-ce que vous me dites sur TikTok? Le coup de tête de Zidane, c'est totalement ça. Il savait que ça... Mais en fait, oui, franchement, le coup de tête de Zidane, mais rappelez-vous, on était tellement déçus de lui, quoi. Et puis, enfin, c'était pourquoi déjà il avait dit nique ta mère, un truc comme ça. Ta mère en slip ou peu importe. Mais enfin, franchement, tu ne finis pas ta carrière. En plus, match de Coupe du Monde, putain, j'étais devant ma télé, je me rappelle encore. C'est d'une tristesse.
de finir comme ça. Merci Priska pour le cœur. Mais c'est d'une tristesse de montrer ça en plus à la télé. C'est même pas tu pètes ton câble dans ton coin. C'est vraiment c'est puéril. C'est puéril de la part de l'autre, mais c'est pas beau de voir ça, de voir un Zinedine Zidane qu'on adule et qu'on presque on idolâtre, ne pas savoir gérer son émotion et vriller quoi. Vriller, c'est nul. C'est éclaté au sol. Et là, du coup, pour le coup, tu perds en street crédibilité. Voilà, tout ça pour ça. Par contre, pas mal de Zizou. On adore Zizou ici, évidemment. Moi, j'adore. Mais c'est parce que je l'adore que j'étais... Mais je me rappelle encore devant ma télé, j'étais avec ma sœur et mon père et tout. Genre, mais c'est quoi ce bordel, quoi? C'était horrible à voir. C'est horrible de voir une personne qu'on aime autant, qu'on adule autant, qui nous inspire autant. Aujourd'hui, c'est encore une inspiration, mais ce geste-là, ça reste quand même une tâche dans sa carrière, et surtout à ce moment-là, une Coupe du Monde, sa dernière, c'est triste. La vidéo de Cassie m'a grave choquée aussi. Ah non, mais elle est vraiment traumatisante. Le joueur italien le savait et il a joué là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, si les gens connaissent vos faiblesses, vous êtes foutus. Et même quand ça touche aux mamans. Et surtout quand ça touche aux mamans. Parce que c'est très facile de savoir que t'as pas envie qu'on insulte ta mère ou qu'on lui fasse du mal. Très très facile. Par contre, j'adore le joueur Zidane, mais il faut pas en faire une idole. Vous avez compris, quand je dis idole, j'ai pas un poster de lui dans ma chambre. Mais quand je veux dire idole, c'est une icône plutôt, tu vois. C'est une icône du foot. Même c'est quelqu'un humainement... je l'ai jamais rencontré, mais je veux dire, toutes les interviews que j'ai vues de lui et tout, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, quoi. De bien. Il a un comportement, en tout cas, qui est inspirant. Et en fait, c'est quelqu'un qui est serein. Quand il parle, il est calme et tout. Donc, de le voir comme ça, se laisser gérer par ses émotions, moi, ça m'a vraiment déçu. Mais enfin, on va continuer quand même. Je pense que c'est un fardeau avec lequel il a dû composer en grandissant. Le fait que son père était un dealer et qu'il en avait payé le prix fort. Je me demande parfois si c'était une fierté ou une honte pour lui. Peux-tu séparer le joueur du casseur de plexus solaire? Comme un modèle. Le nom de oui, son je sépare, oui. Si je peux séparer de l'homme de l'artiste. Il ne l'avait pas appelé Goodman, mais Bad Boy. Bad Boy, Bad Boy. What you gonna do? What you gonna do when it come for you? J'ai travaillé avec Puffy jusqu'en 2023. Ah ouais, toi t'as travaillé jusqu'au bout avec lui. Un jour, il m'avait raconté qu'il avait tiré sur quelqu'un. En boîte. Et que Jello était avec lui. Il disait qu'il avait déjà fait plein de trucs, mais il avait parfois tendance à en rajouter un peu. Je me suis dit que c'était pas forcément vrai, qu'il avait peut-être un peu trop bu. Bien sûr. Mais j'en ai ensuite parlé avec quelqu'un qui m'a dit « Non, il y a bien eu une histoire. En boîte, avec Jello. Mais c'est Shine qui allait en prison pour la fusillade. J'ai tapé Shine sur Google, S-H-I-N-E, avant de comprendre que c'était S-H-Y-N-E. 1999. Shine était connu dans le quartier de Flatbush pour ses talents de rappeur. Puffy savait comment exploiter la soif de célébrité des jeunes. Il lui a dit « Viens traîner avec moi ». Ah ouais, la bouteille comme ça. Une future star du hip-hop. Il était en train de percer, il allait exploser. Personne ne s'attendait à ce que ça finisse comme ça. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai entendu parler de la fusillade de 1999. C'était choquant. Nathania Griffin. Ça fait maintenant un quart de siècle qu'on remet en question ma réputation et mon intégrité. Aujourd'hui,
Avec toutes ces plaintes et ces affaires qui ressortent, j'ai senti que c'était le moment de m'exprimer. C'est derrière moi. Et j'aime pas ressasser le passé. Mais je peux plus continuer à me taire. C'est la première fois que je témoigne devant une caméra. J'ai été engagé comme chauffeur pour M. Combs en 1999. Le 26 décembre, on m'a informé que M. Combs allait avoir besoin de mes services. Je me suis rendu en voiture à son studio pour récupérer M. Combs et Jennifer. M. Combs est monté dans la voiture. À un moment, j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule et j'ai vu qu'il avait un pistolet dans la main. On n'a pas échangé un mot. Nos regards se sont croisés. Il n'a rien dit et moi non plus. Genre normal. J'ai continué à rouler en direction du club New York. Ça devait faire presque un mois que je n'étais pas allée en boîte. Pour être honnête, je ne sortais plus vraiment. Mais une de mes amies, qui était organisatrice de soirée, m'avait demandé de venir. Alors j'y suis allée pour la soutenir. Puff est arrivé avec son entourage et ils sont allés dans le carré VIP. Une foule a commencé à s'avancer depuis la piste de danse. Les gens ont commencé à affluer vers le carré VIP. Et certaines personnes ont commencé à dire « Ce gars se la pète trop ». Certains criaient à Puffy « T'es personne, t'es rien du tout ». Et là, d'un seul coup, non, mais a attends. commencé à se bousculer dans la... C'est pour ça qu'il leur a tiré dessus? C'est une blague, hein. Moi, je croyais que c'était un règlement de compte avec quelqu'un. foule. On a entendu des cris de colère. Puffy s'est fait un peu bousculer et Shine a dit « J'en ai marre de ces conneries ». J'ai aperçu Puffy et Shine en train de reculer pour s'éloigner de l'endroit où la foule commençait à s'agiter et se diriger vers la porte. Puis ils ont porté leurs mains à leur ceinture. J'ai dit à mes amis, « Oh mon Dieu, il faut partir tout de suite. Attention, je sens que ça va partir en vrille. » Et quand je les ai regardés à nouveau, ils tenaient tous les deux une arme. Et Dieu m'a dit, « Reste immobile, tu vas être touché. » Et j'ai juste vu des flashs. Je me suis touché le visage parce que j'ai immédiatement ressenti une brûlure intense sur ma peau. J'ai tourné la tête et j'ai dit « Oh mon Dieu !» On m'a tiré dans le visage. La pauvre, J'ai eu oh là l'impression là. de quitter mon corps. Et d'un seul coup, un souffle glacial s'est abattu sur ma poitrine. Je l'ai senti me traverser. Elle décrit trop bien tout ce qu'elle a ressenti. Elle se rappelle de tout, c'est incroyable. J'étais certaine que j'allais mourir, parce que je ne voyais pas comment on pouvait survivre en ayant perdu autant de sang. Mais... j'ai compris que rien ne serait jamais plus comme avant. À ce moment-là, Puffy a essayé de filer en douce. C'était la panique. Shine avait été interpellé par la police. Monsieur Combs, son garde du corps Wolf et Jennifer Lopez sont sortis du club. Ils m'ont dit « Allez, on y va, il faut partir d'ici ». Je grillais tous les feux rouges. Il est parti juste comme ça, quoi. Alors qu'il est... Pour échapper à la police. J'ai remarqué que la vitre arrière située à ma droite était ouverte. J'ai appris plus tard que c'était à ce moment-là que M. Combs avait jeté l'arme par la fenêtre. Bah oui. Monsieur Combs et Wolf... Mais pardon, je suis désolée, mais c'est... J'ai envie de foutre le bordel. En fait, t'es une star internationale. T'as tout. T'as l'argent, t'as les contacts, t'as les femmes, t'as une femme aussi, accessoirement des enfants. T'as toutes les possibilités du monde.
Voilà, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que, je sais pas, tu veux aller dans chaque pays du monde et explorer les pays avec les trains, en prenant les trains qui vont avec des paysages, tu sais, où on peut regarder les paysages en même temps. Ou alors faire le tour du monde en bateau. C'est un petit peu dangereux, ça. Aller faire de la plongée sous-marine pour regarder toutes les murailles, la muraille de Chine, les pyramides de Gizeh, même les autres pyramides. Il y a d'autres pyramides qu'on connaît pas, des monuments absolument extraordinaires, remplis d'histoire. Tu peux faire un tour du monde des meilleurs restaurants gastronomiques et goûter des fruits que tu connais pas, des légumes que tu connais pas aussi dans d'autres pays. Des fromages en France, parce que les fromages, ça n'existe pas dans les autres pays. Enfin, si ça existe, mais le meilleur pays pour manger du fromage, c'est la France, je le dis. Et tu peux faire tout ça, quoi. Tu peux tout faire, parce que t'es millionnaire, t'es multimillionnaire même. Tu peux changer la vie des gens, parce que t'as les capacités, surtout des gens qui ont des talents, voilà, qui savent chanter, qui savent rapper. Mais non! Voilà, tu fais pas ça, t'as rien à foutre. La pyramide du Louvre aussi. Tu fais pas ça, non, ça t'intéresse pas ça. Non. Moi, j'ai envie d'aller en boîte et montrer c'est qui le patron. Et ceux qui sont pas contents et qui me disent j'étais personne, je leur tire dessus. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben je suis désolé. J'ai que ça à foutre de ma journée. Rien à foutre. Moi, des murailles de Chine ou je sais pas quoi. Rien à foutre. Rien à foutre. À son grand âge, il va en boîte. C'est un autre sujet. Tu peux créer une boîte de nuit sur une terrasse en haut d'un building à Bali, à Singapour, et tu fais des soirées à thème, voilà, les soirées chapeau, les soirées mousse. Tu peux faire tellement de choses, mais tu te casses le cul à aller voir des gueux qui sont en boîte de nuit et puis tu leur tires dessus parce que voilà. Le pouvoir rend ouf, Didi, et certains chefs d'État en sont des preuves. Oh, mais moi, tu me donnes du pouvoir, mais la régalade que je me fais de ma vie. Oh, je fais tout pour me régaler et régaler tous ceux qui sont autour de moi. Alors là, putain, c'est la fiesta en boucle, hein. Ah non, moi je vous le dis, hein. Ah, c'est la fête et qu'est-ce que ça va bien bouffer, hein. Moi, tout ce qui m'intéressera, c'est de bien bouffer. Voilà. Et bon, je ferai du pilates aussi à côté pour, voilà, et du yoga. Putain, je ferai du yoga. J'irai, tu sais, dans des temples bouddhistes et tout, et on fera du Bouddha. Et tu sais, comment ça s'appelle, vous savez, quand tu fais et je ferai des massages tous les jours, voilà. Et je ferai un road trip massage, c'est-à-dire que je ferai tous les meilleurs spas du monde et je me ferai masser tous les jours le cul. Voilà, je me ferai masser le huc, ok. Je me ferai masser les orteils aux racines de mes cheveux tous les putains de jours pour faire circuler la lymphe. Voilà, c'est ça que je ferai. L'argent lui a donné les moyens d'assouvir ses vices. Mais en fait, là, au-delà des... Enfin, moi, mes vices, c'est le chocolat, quoi. J'irai dans des plantations de cacao et je verrai comment on fait les meilleurs chocolats du monde. Je sais pas, putain, il y a plein de choses à faire par rapport à tes passions, quoi. Si toi, tes passions, c'est de faire le show devant des gens qui en ont rien à foutre de ta gueule en boîte de nuit, enfin, je sais pas, cousin, remets-toi en question. Vous savez, je suis fatigué, il est presque 1h du soir. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Ça lui sert à quoi, putain? Si là, il est passion, putain, il a faire ses passions. Ah! Ils criaient tous les deux. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Wolf était Je m'arrête! assis à côté de moi sur le siège passager. Et j'ai vu qu'il avait une autre arme au niveau de la ceinture. Ah, je m'arrête pas, pardon. Je m'arrête pas. J'avance. Ah, il est fou tout simplement. Non, mais il a un problème pato là. Ah, c'est le pathos là. La poursuite est terminée. Prends un thé. Ah, j'ai plus de voix en plus là. On a tous été emmenés au commissariat de police. Eh ben allez, tout le monde, allez, c'est parti là, putain. C'est à ce moment-là que Monsieur Combs s'est penché vers moi et m'a glissé discrètement à l'oreille. Je te file $50 000 si tu prends le flingue. Il parlait à voix basse, bien sûr, parce qu'on était juste en...
50 000 $ pour faire je sais pas combien d'années de prison, tu sais même pas qui, est-ce qu'il a tué une personne, 2 personnes, une demi-personne, tu sais même pas. 50 000 $, c'est pas suffisant. Bah, je suis désolé, tu peux augmenter le prix s'il te plaît? 50 000 $, c'est quoi 50 000 $? Ça va pas ou quoi? C'est une année de travail en tant que chauffeur privé, ça va pas ou quoi? Il a retiré la bague qu'il portait à son petit doigt. Il est fou là. Et il m'a dit... Je vais te laisser cette bague en diamant qui vaut 300 000 $ comme garantie. Ah là, ça va un petit peu mieux, 300 000 $, on peut faire des choses avec 300 000 $, mais bon, enfin, 300 000 $, tu peux faire quoi? Tu peux même pas acheter un appartement à New York, hein, je suis désolé, enfin, à un moment donné... Si tu penses que je vais pas te payer... Non mais une demi-personne, en mode, tu sais même pas est-ce qu'il a tué quelqu'un, est-ce qu'il a juste blessé quelqu'un, est-ce que tu vois, tu sais même pas ce qu'il a fait, le mec il est là, il propose que 50 000 $. Non, tu sais même pas ce qu'il a fait quoi. Jamais de la vie, non mais jamais, mais enfin tu es qui quoi. Mais même 1 million, tu sais même pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il a torturé des gens dans le sous-sol, qu'il leur a déchiré la peau. Mais t'en sais rien, tu sais pas, tu vas pas prendre pour MDR. Non mais je sais pas, c'est trop pour moi là. C'est n'importe quoi, il est fou, il est hors sol le mec, ça va pas. Non mais c'est... Non. J'avais pas envie d'accepter ce pot de vin. Mais c'est pas un pot de vin là, mais tu vas faire de la prison. On va te priver de ta liberté pour quelque chose que t'as même pas fait. Dans la rue, les balances finissent mal. Allez. Après, faire quelques années de prison au lieu de mourir parce que t'as balancé, qu'est-ce que c'est finalement? Allez. Avant même l'ouverture du procès, l'affaire Sean Combs a déclenché un raz-de-marée médiatique. Cette affaire très médiatisée a suscité un soutien massif de la part des fans de Combs. Ah ouais, on n'est pas sur le Free Britney là. Sophie est entre les mains de 12 jurés. Il risque jusqu'à 15 ans de prison pour détention illégale d'armes à feu et tentative de corruption. Tu te Au démerdes! début des années 2000, le business de Sean Combs consistait avant tout à vendre un style de vie, une marque. Il devait donc préserver son image et conserver sa liberté. Coûte que coûte. Johnny Cochran a rejoint son équipe d'avocats. Johnny Cochran avait défendu O.J. Simpson. Si le gant ne lui va pas, vous devez la quitter. Benjamin Braffman, un autre ténor du barreau new-yorkais, défendait également Puffy. Shine, Wolf et Puffy avaient chacun leurs avocats. Il y avait en réalité 2 procès distincts. D'un côté, celui de la star Puff Daddy et de son garde du corps, et de l'autre, celui de Shine, un adolescent de New York qui venait tout juste de signer le contrat de sa vie. La notoriété des accusés et de leurs avocats a transformé cette affaire en cirque médiatique. S'il n'est pas accusé d'avoir tiré sur quelqu'un, les procureurs affirment que quelqu'un a provoqué Combs dans le club et que lui et le rappeur Jamal Shine Barrow ont sorti des armes et ouvert le feu. Les tirs de Barrow auraient blessé 3 personnes. Puffy a nié depuis le début avoir tiré des coups de feu, ou même avoir eu une arme en sa possession. Je veux mettre les choses au clair. Je n'ai absolument rien à voir avec cette fusillade dans le club. Pendant le procès, Puffy semblait très confiant. Il avait l'air de se dire « J'ai payé des gens, donc j'ai rien à craindre. » Mais... C'est pas beau de mentir, Puffy. J'ai pris la décision de témoigner. J'étais le témoin principal de l'accusation. Le témoignage le plus accablant jusqu'à présent vient de son ancien chauffeur. Il a balancé, il a snitch. J'étais bien sûr nerveux à l'idée de coopérer, mais je me devais de le faire pour que la vérité éclate. Monsieur, vous êtes très courageux. Combs avait une arme. Je suis revenu sur ma déclaration. Je ne voulais plus participer à leur stratagème qui consistait à me faire porter le chapeau pour l'arme. Fenderson n'est pas le seul témoin à affirmer que Combs avait une arme. Quand j'ai dû témoigner au tribunal, j'ai affirmé sans le moindre doute que c'était Sean Combs qui m'avait tiré dessus. Et il n'a pas fait de prison. Toujours dit, depuis le début. Je n'ai jamais changé ma version des faits, ni modifié mes déclarations. En plus, elle, vous avez vu, elle se rappelle de chaque détail, de même les sentiments, le ressenti. Voilà, là, j'ai senti de la chaleur dans le visage, là, j'ai senti un truc dans le cœur. Elle se rappelle de tout, je la crois. Jamais je n'aurais imaginé être victime d'une telle violence. Nathania avait une force de caractère incroyable. J'étais de tout cœur avec elle.
La défense a adopté une stratégie en 2 volets. Ils ont d'abord présenté des témoins affirmant qu'ils n'avaient pas d'armes au club. La plupart des témoins ont soutenu que Shine avait une arme, mais qu'ils n'avaient pas vu d'arme dans la main de Puffy. Puis, ils ont voulu discréditer les témoins qui disaient qu'il avait une arme. L'avocat principal de la défense a commencé à se montrer un peu agressif envers moi pendant son contre-interrogatoire. J'ai dit, c'est pas moi qu'on juge ici aujourd'hui, votre honneur. C'est lui. Et j'ai désigné Didi en le regardant droit dans les yeux. Certains y voyaient un complot. On m'a insulté et accusé de vouloir salir un homme noir respectable et détruire le hip-hop. Wow, tout ça! Ça me vraiment le cœur quand je pense à Nathania et à tout ce qu'elle a enduré. Elle méritait toute notre compassion et notre protection. Mais le milieu du hip-hop ne l'a pas soutenue. Il se moquait de moi à la radio en disant « Quelqu'un connaît cette pute borgne ? Appelez-nous pour balancer des infos sur elle. » Et il passait des bruits de tirs en rafale en fond. Le cyberharcèlement. Enfin, le radio-harcèlement. Anéanti. Pourquoi il s'acharnait sur moi? Alors que c'est la victime. Après la fusillade, Nathania est passée à la radio pour raconter son histoire. Elle a reçu des menaces de mort. Mais c'est... Mais putain, mais... Aïe, j'ai envie de foutre le bordel. Comment tu peux menacer de mort quelqu'un qui a été victime d'une fusillade? À quelle heure tu menaces quelqu'un de mort alors que cette personne est victime d'une fusillade qu'elle a failli mourir, en fait? C'est une dinguerie, mais ça n'a pas de sens. Mettons-nous à la place des menaceurs. Je suis menaceur, j'aime menacer les gens de mort. Quelqu'un a frôlé la mort. Pourquoi je le menace de mort alors qu'il est victime d'une fusillade? Il a failli mourir. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Je suis fatiguée. Je vous jure, ça me fatigue. Les gens sont Je regardais par la fenêtre et je voyais des SUV aux vitres teintées garées devant chez moi. Enfin, les gens sont mauvais, en fait. Ils me surveillaient. Ah, la peur. J'ai dû déménager pour ma propre sécurité. Tu te sens même pas soutenu. Enfin, c'est terrible. Hein. Je n'oublierai On va jamais voir. le jour où le verdict est tombé. On va voir le verdict. On a entendu des exclamations dans la salle. Alors bravo la justice. Par les émotions. Je trouve pas les mots. Je suis bouleversé et très reconnaissant. L'ambiance était folle. Les gens étaient sortis dans la rue pour fêter ça. Sean Combs a donc été acquitté par le jury, tout comme son garde du corps, Anthony Wolf Jones. Et bien sûr, Shine Barrow a été jugé coupable. J'ai parlé à Shine. Il m'a dit, écoute, il a menti à la barre et a poussé des gens à mentir pour lui. Puffy m'a trahi. Ce sont ses mots. Il a menti en disant qu'il n'avait pas d'arme, alors que tout le monde savait qu'il en avait une. Quand j'ai entendu le verdict, j'ai été choqué et déçu. La femme est conducteur des couilles en or. Hein. Mais j'ai aussi ressenti un certain soulagement parce que je ne voulais pas être le type qui allait l'envoyer en prison. Je ne voulais pas endosser cette responsabilité pour ma propre sécurité. J'ai grandi avec le hip-hop. Je méritais pas ça. J'étais une victime et je voulais que justice soit faite. Je suis allé réconforter la mère et la grand-mère de Shine. Quand on est sorti ce jour-là, il y avait encore quelques fans dehors. Mais plus grand monde ne s'intéressait à lui. Les gens étaient passés à autre chose. Sa condamnation m'a révolté. Parce que des familles avaient confié leurs enfants à Puffy. Et il avait une responsabilité envers ces jeunes artistes signés sur son label. On a voulu faire tomber une autre star du rap. Et on a clairement prouvé son innocence. Ce soir-là, il a fait partie des victimes. Et je pense qu'il va accomplir de grandes choses à l'avenir. Je pense que la plupart des gens se sont dit qu'il avait laissé tomber Shine, ou pire, qu'il lui avait fait porter le chapeau. Tout se paye, il a échappé plusieurs fois à la justice, maintenant c'est fini. On verra, hein. Qui sait? De Steve Stout.
qui sait? Il a tellement de dossiers aussi sur les juges, les gens et tout que tu s'en sais pas. Hein. De parrain intouchable. C'est toujours le même schéma. Le genre d'ennui qui anéantirait la carrière de n'importe qui d'autre ne sont que de simples contretemps pour Puffy. Il a réussi à s'en tirer pendant longtemps. Mais je suis convaincue que la vérité finit toujours par éclater. En novembre 2023, pendant le congé de Thanksgiving, j'ai reçu un appel. Votre viol a été filmé. Oh. J'ai dit, comment ça? Mon viol a été filmé. Oh. Quoi? Ça veut dire qu'il l'a drogué? On va probablement s'arrêter là. Pour ce soir, sur cette annonce. Putain, j'ai envie de regarder la suite, mais je suis trop fatiguée. On essaie de se regarder ça demain. On continue. De toute façon, là, il reste encore... là, on a regardé 2 épisodes, il en reste 3.